Bien, mon nom est Odette Sarrazin. Je suis présidente des Amis de l'environnement de Brandon. Pardon? Ah, peut-être, des fois, je me trompe, là, parce que des fois, j'ai plusieurs organisations. Là, j'essaie de me concentrer. Donc, ici, bien là, ce soir, nous reconnaissons être en territoire non cédé à Atikamekw. Puis aujourd'hui, le 24 avril, est une journée de solidarité féministe contre les entreprises transnationales pour se remémorer le 24 avril 2013, où l'usine de textile Rana Plaza, située au Bangladesh, s'effondre, entraînant la mort de plus de 1100 personnes et faisant au-delà de 2500 blessés, dont la majorité étaient des femmes. Depuis cette tragédie, la Marche mondiale des femmes commémore cette catastrophe en appelant à une journée de solidarité féministe contre les entreprises transnationales le 24 avril. Donc, aujourd'hui, je trouvais quand même que c'était à propos de vous le dire parce que je pense qu'on est ici parmi des gens qui, je pense, sont assez conscients de tout ce qui se passe sur la planète, mais pour dire que notre surconsommation de vêtements et de textiles a des enjeux sociaux et environnementaux. Et ceux qui veulent plus d'informations, si vous allez sur Internet, 24 avril, journée de solidarité féministe, vous allez avoir toutes les informations pour pouvoir comprendre ces enjeux-là. Donc, les Amis de l'environnement. Qu'est-ce que c'est, les Amis de l'environnement? Les Amis de l'environnement, c'est une organisation à but non lucratif créée en 1994 qui se préoccupe de la santé du milieu naturel. Puis il a pour objectif de promouvoir la conservation des ressources et la protection de l'environnement. Puis en effet, je trouve que les Amis de l'environnement, ce soir, c'est vraiment un moment privilégié pour comprendre les débuts des Amis de l'environnement de Brandon. Donc, les premières actions en 1995 ont été la création d'un site de démonstration de compostage dans Brandon. Et Saint-Damien aussi avait été très impliqué dans ce que je peux lire parce que je suis en train... On fête notre 30e anniversaire, les Amis de l'environnement de Brandon, puis je suis en train de fouiller... Et on fouille dans les archives et il y a plein de belles choses, de merveilleuses choses. Je passerai mes journées là-dedans. Mais Saint-Damien a été très impliqué aussi à cette époque-là. Parce que je pense que vous allez être heureux de voir tout ce qui avait été fait et ce qui se fait encore d'ailleurs. C'est ça, il y a eu un site de démonstration de compostage dans Brandon. Il y a eu le projet Brandon Recycle, afin d'implanter un programme de recyclage. Puis en 2005... le projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement sanitaire de Saint-Thomas. Puis ce soir, on est chanceux, on a 2 personnes du regroupement citoyen pour une gestion responsable qui est responsable du territoire et de l'environnement, qui vient d'être formée à Saint-Thomas. Je parle de Marilyn et de Simon qui sont là présentement. Fait qu'à la fin de la rencontre, s'ils avaient le goût de jaser avec eux autres, un beau comité, dynamique et tout ça, on devrait y arriver. On devrait y arriver. On va y arriver. Donc, tout ça pour vous dire, puis c'est ça, en juin 2005, il y a eu des rapports d'enquête publique, le BAP qu'on appelle, par rapport à ce site-là. Et nous avons un documentaire qui a été réalisé par nul autre que Guillaume Denomé, qui s'appelle 12 stades olympiques pleins de vidanges. Il a réalisé ça en 2007. Fait que donc, je pense que Guillaume va pouvoir nous dire si on peut voir ça, 12 stades olympiques pleins de vidanges sur YouTube. Et sinon, bien, j'ai tous les liens. Fait qu'on pourra se partager ça. Donc... c'est assez explicite comme nom de documentaire? Oui, 12 stades olympiques pleins de vidanges. Fait que donc, la gestion des matières résiduelles est toujours plus d'actualité. Donc, pas besoin de vous rappeler Stablex à Blainville et le nouveau projet d'agrandissement de dépôt Rive-Nord à Saint-Thomas. Les Amis de l'environnement de Brandon sont formés de 2 comités. Le comité Vigilance Brandony et nos bords de route. Vigilance Brandony, c'est l'union de 2 comités de citoyens qui existaient avant, Saint-Gabriel, une collectivité, et Comité Vigilance Hydrocarbures Brandon.
Fait que donc, les objectifs de ce comité, c'est d'informer et de mobiliser les gens de chez nous pour les enjeux de la communauté, comme l'invitation, comme je vous lance l'invitation. Il y a des portes ouvertes la semaine prochaine, 1er mai, des portes ouvertes d'Hydro-Québec pour un corridor d'une ligne 735 kWh de l'axe de la vallée du Saint-Laurent à la salle municipale de Saint-Norbert. Fait que je vous invite à aller vous informer. Et M. Bruno Dupont est-il arrivé? Non. OK. On attend M. Dupont, secrétaire de Caisse du Nord de la Naudière. Caisse du Nord de la Naudière. Caisse des Jardins du Nord. Donc, je vais laisser Luc Ferland vous parler de nos bords de route, qui est le 2e comité des Amis de l'environnement de Brandon. Merci, Odette. Alors, bonsoir tout le monde. Bien heureux de vous voir aussi nombreux à cette rencontre. Alors, le comité de nos bords de route, je me ramasse, il existe, on est à notre 4e année d'existence. Et dans le projet de nos bords de route, on a le volet d'organiser une corvée collective de nettoyage des bords de route qui a lieu depuis ce temps-là à chaque année. La prochaine, on va vous en parler toute la veillée, c'est le 3 mai. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, ça va être possible de vous inscrire. Et l'autre volet, c'est un volet plus d'éducation puis d'information. Un peu ce qu'on fait ce soir. Alors, dans ce volet éducation-information, entre autres, on fait le tour des écoles, où cette semaine, entre autres, il y a eu des ateliers à l'école de Saint-Damien et à l'école de Mandeville. Et il y a des corvées collectives qui sont organisées par les jeunes autour de l'école. Et Saint-Gabriel, on avait aussi une pièce de théâtre qui est donnée par Tricentris sur la récupération. Et eux vont faire la corvée aussi le mardi prochain. Alors, ce volet-là d'éducation, il est possible grâce, entre autres, on est financé par la Caisse des Jardins du Nord de la Naudière qui nous donne un coup de main. C'est pour ça qu'on attendait le monsieur de la Caisse, puis il n'est pas là, mais on voit son affiche, là. Alors, c'est un petit... Pardon? Oui. Alors, pour le volet éducation, pour ce soir, je tiens d'abord à souligner qu'à notre première année, on avait fait venir des gens d'expérience en nettoyage des bords de route de Sainte-Marie de Salomé. Et ils sont ici ce soir, les 2 personnes de Sainte-Marie-Salomé, Roger Richard et Pierre L'Espérance. Si vous voulez juste vous annoncer. Alors, on s'était inspiré de leur élan de vie pour partir le mouvement ici et ils étaient venus ici faire la conférence qu'on va avoir ce soir. Alors, si c'est notre objectif, c'est pas que pour ce soir, c'est pas nécessairement que vous deveniez tous des vidangeurs, là, d'accord? Mais merci beaucoup pour. Vous voyez qu'il y a des fruits qui ont porté fruits. Alors, pour ce soir, je vous présente, c'est M. Simon Paré-Poupard. Vidangeur. M. Poupard ramasse des ordures depuis 20 ans. Ses études universitaires en sociologie et en administration internationale, ainsi que son expérience comme intervenant social, n'auront pas eu raison de sa vocation et de sa passion de vidangeur. Alors, il va nous entretenir aujourd'hui de son parcours de vie, des classes sociales qui sont rencontrées à travers le métier de vidangeur, la surconsommation pas des déchets, mais des produits qui deviennent des déchets trop vite, et etc. Alors, M. Poupard, on vous laisse le micro. Merci pour la présentation, bien appréciée. En fait, je suis le conférencier ce soir, mais je suis surtout vidangeur. Alors, je voulais commencer notre rencontre avec une vidéo qui montre comment je suis au travail, qu'est-ce qu'on fait, puis surtout que ça diffère d'un petit peu peut-être l'image que vous en avez, vous, en région. Alors, je vous propose cette vidéo, puis ensuite, là, on pourra discuter un peu plus. On devrait tous, au moins une fois dans notre vie, ramasser les poubelles dans notre ville, comme les vidangeurs, pour changer notre rapport aux déchets, à la quantité de déchets qu'on produit à chaque jour. Puis, bien, pour moi, c'est aujourd'hui que ça se passe.
Bienvenue dans le Yes! parti. OK, je suis avec Steve. Simon, vous avez accepté de m'accueillir aujourd'hui pour que je puisse vivre une immersion avec vous. Simon, tu as publié un livre récemment, Ordure, journal d'un vidangeur. C'est un super bon livre, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Toi, tu penses justement que tout le monde devrait vivre ça au moins une fois dans sa vie. Pourquoi? Pour être sensibilisé. Tu vas le voir, là, tu vas constater tout ce qu'on jette, tout ce qu'on gaspille, en fait. On va peut-être aller aussi au centre de transbordement où on amène les déchets. On voit qu'on a comme des déchets infinis, on est devant une masse de déchets. Fait que ça, on va... Des fois, on le voit pas, en tant que citoyen, on fait juste mettre notre poubelle puis on n'y pense pas trop, on se responsabilise pas, mais là, ici, c'est comme une piqûre. On a une piqûre de rappel sur tout ce qu'on jette, là. Fait que je crois que c'est un bel acte de sensibilisation. Ils nous voient pas. C'est comme si on n'existait pas. Ça va aux poubelles. Ils sont pas... Ils connaissent pas le danger du travail. Ça fait que pour eux, c'est comme normal. Ils disposent ça au bord du chemin, puis après ça, ça se ramasse. C'est parti. Mais ça. Wow, ça lève plus lourd. Il va falloir que j'apprenne ma technique un peu. T'as pas mal au corps, t'es pas blessé dans le dos, t'es blessé de partout, c'est sûr. Moi, mes amis ont d'autres problèmes de sédentaire. Moi, j'ai des problèmes de gens proactifs. Bien, c'est sûr que tu dois avoir un pas pire cardio, en tout cas. Ouais. Ouh! Un petit peu de jus de poubelle en passant. Il y a des clous là-dessus, là. Ouais, bien sûr, ça, c'est normal. Mais tu le prends quand même. Tu le pognes vite, là. Tu peux te blesser. Oh mon Dieu, c'est une toilette, ça. Ah, c'est juste du recyclage. Ben voyons donc, mais c'est que du recyclage. Il a mis ça dans son bac à poubelle. C'est des poubelles. C'est l'inverse. Ah, j'ai plus de place dans mon bac. Là, tu peux pas commencer à trier ça pour lui, là, mais C'est tout dans le bac à ordures, c'est tout des affaires. c'est du recyclage. Il y a tout ce bois-là à ramasser. Ça devrait aller où, normalement, du bois de même? Éco-centre. Éco-centre. Une collecte de CRD. Mais toi, tu peux te faire chicaner de laisser des affaires. Tu dis ça n'a pas de bon sens, je ne ramasse pas, mais tu peux te faire taper ses doigts par la ville, là. C'est sur le plateau Mont-Royal, il y avait une indication. C'est quelqu'un qui dit qu'il faut que la ville soit clean. Parce qu'il y a des touristes qui viennent le samedi dimanche, fait qu'il y a un ordre de quelqu'un qu'on travaille, ce que c'est. Ça devrait pas se ramasser dans les poubelles. Il y a le frion, c'est polluant, les autres vont pas le ramasser. Matériaux de construction, des barres avec des clous. Tout ça, éco-centre, normalement. Ça, c'est du recyclage. Des beaux spots, là. Puis Ouais. en plus, ils sont probablement fonctionnels. Ouais. Si tu avais un bel éco-centre, tu donnes ça, puis c'est super cool. Ouais. Ben là, hop! Ça, c'est ce qu'il y a de plus dangereux pour se couper. Aïe, aïe, c'est de la ça. céramique, ça? Ouais. C'est ça, sois vigilant. Regarde. C'est juste du compost. Ah, j'en doute pas. Ah, pas le choix. J'en doute pas. Regarde, c'est que les gens, ils achètent un bac, mais ils mettent pas les roues à bonne place. Fait qu'à chaque Ouais. semaine, nous autres, on reprend. Ça, c'est pas plus cheap que ça. Ben ça, c'est du gazon, des feuilles. Normalement, il y a une collecte pour ça. Il y a mis ça dans la poubelle. En le mettant dans cette collecte-là, on n'a pas le choix de la prendre. Je comprends. Il y a une dame qui est venue jeter ça dans sa poubelle pendant qu'on ramassait les vidanges. Puis Steve, il a dit ça va être parfait pour ma poule. Il l'a récupéré avec des clémentines aussi. C'est le fun quand t'es fou de même. Bonjour, ça va bien? Hey, viens voir ton bac ici. Quand il est rendu comme ça, pour nous, il est rendu dangereux parce qu'il débarque. Puis là, tu vois, moi, des fois, juste en plaçant le bac, je Ouais. l'ouvre comme ça, puis je peux regarder rapidement. Parce que les gens, ils te demandent tout le temps, les vidanges sont dans un sac, plus ou moins. Regarde, je suis capable de voir ça, je suis capable de voir ça. Fait que, tu sais, il faut que j'aille vite, mais je peux voir tout ça. S'il y a quelque chose qui m'intéresserait, OK. je pourrais facilement ouvrir comme ça. OK. Ça, c'est recyclable. Comme quoi? Qu'est-ce qui pourrait t'intéresser? Bonne question. C'est peut-être des cartes. Tu sais, comme récemment, quelqu'un m'a demandé des cartes Magic, c'est des cartes de gamer. OK. Fait que j'avais T'en as ouvert vu? à ça, j'ai vu un cartable, OK. j'ai ramassé, il y avait des cartes Magic. OK. Fait que tu le vois, tu sais, ça d'ailleurs, c'est un... On parle de cartes, mais ça, je pense que c'est un étui pour une carte précieuse. Oui. Fait que tu vois, fait que ça, tu sais, tu peux pas faire ça tout le temps. Mais tu as toujours un œil rapide Un d'un œil, coup toujours. qu'il y a quelque chose qui attire ton Toujours, attention. toujours. OK. Regarde, ça c'est compostable, ça c'est recyclable. Tu sais, ça là, c'est à l'infini. Que Steve va être preneur? Non, merci. Non, il y en a trop. J'en ai trop d'exemplaires. C'est ça. Les jeans, tu mets ça là, pas le choix. Ouais, on les jette. Mais des fois, je me vêtis pour le Noël d'après. C'est pas rare qu'on... J'ai jamais payé de linge depuis 20 ans. T'es-tu sérieux? OK. Ça aussi. T'as des pièces d'ordinateur.
câble électrique qui doit fonctionner comme un chargeur. Ça, c'est notre or à nous autres. Ouais. C'était bien Ça, caché ça a une valeur. Là. Toi, tu peux aller revendre ça? Ouais. C'est impressionnant à voir, vraiment. Là. J'adore ça. Je m'attendais à avoir plus mal au cœur. Finalement, ça se l'air bien, mais c'est des machines. Un mot respect, là, c'est vraiment, on n'a pas conscience de l'importance de votre travail, puis comment vous le faites. Vous deux, particulièrement, je vois que vous avez une conscience aussi de ce que vous faites. C'est pas juste machinalement. Tu regardes ce qu'il y a sur le bord de la route, il y a des affaires que tu veux pas ramasser parce que ça n'a pas d'affaires là. D'autres fois, tu n'as pas le choix. Quel message tu auras envie d'envoyer aux gens? Là? Tu me dis des fois, tu aimerais ça les croiser pour leur expliquer. Là, ils t'écoutent. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Ben, passe à ton prochain, puis oublie pas que tout peut être réutilisable. Donne une deuxième vie à ce que tu jettes. Fais attention à ce que tu jettes. Tu sais, c'est juste d'être conscient. Prends plus le temps, ce qu'on fait plus maintenant. Tu sais, c'est ça, d'après moi. C'est prenez le temps de mettre les matières aux bonnes places. Prenez le temps de penser au prochain. Prenez le temps d'aller à la paroisse, aller porter vos trucs là, qui n'ont pas de sens à acheter. Toi, tu as décidé d'en faire un livre. Là. Ouais. C'était quoi le message principal que tu voulais passer? Bien, c'est ça. C'est pas moralisateur, mais prendre la responsabilité. Tu sais, Steve, c'est ça qu'il est en train de dire, dans le fond. Là, il faut se renseigner sur comment bien disposer. Puis ça, on le fait pas. C'est comme si on choisit la facilité. Puis effectivement, on a des vies assez accaparées, chargées, on n'a pas le temps d'eux. Mais pourquoi, justement? Si on le voit, en tout cas, on réalise que ça vaut la peine de prendre le temps. Parce que c'est pas magique. Là, on les voit, là, on voit tout ce qui déborde, tout ce qui ne devrait pas être dans les déchets, tout ce qu'on paye en taxation, au final. Là, parce que ça ne devrait pas être là. Il faudrait qu'on pense à notre prochain. Il faudrait qu'on fasse attention à cette planète-là, qu'on pollue sans cesse, tu sais. Puis, tu sais, c'est des affaires, des fois, auxquelles on pense pas. C'est pas toujours de la mauvaise foi. Il y a des affaires, je me dis, hey, moi, j'ai jamais pensé à ça. Par exemple, dans quel sens mettre le bac? Ou si, par exemple, tu as des morceaux de bois, des matériaux de construction que tu veux mettre sur le bord de la route, bien, peut-être de sortir puis d'attendre le vidangeur, si tu peux, pour l'aider à le mettre dans le truck. Ou donner un tip, par exemple, ce genre de petites attentions-là qui fait une différence puis qui démontre une considération pour le travail que vous faites aussi. Là. On est pris dans notre système où on est pris avec des entreprises privées qui, comme tu dis, dans le fond, sont un peu sur la rentabilité, il faut que ça disparaisse. Mais si on les voyait comme des partenaires, puis les villes travaillaient avec les différentes entreprises pour dire, OK, cherchez-vous des employés qui sont prêts à faire cette sensibilisation-là, on aurait peut-être un vecteur de changement. Tu sais, on aurait une possibilité qui s'ouvrirait. Là. En tout cas, moi, je pense qu'on devrait aussi offrir la possibilité aux gens de l'essayer. C'est pas tentant à première vue. Quand je t'ai appelé, au début, je voulais venir comme observatrice, tu m'as proposé de vivre l'expérience au complet. Je suis vraiment contente d'avoir accepté, puis je le conseille à tout le monde. La journaliste trouvait que ça ne puait pas parce qu'il faisait plus ou moins 3-4 degrés à l'extérieur. Contrairement, parce que moi, je suis en manche courte, donc ça donne l'impression qu'il fait chaud, mais c'était pas le cas. C'est la raison pour laquelle ça ne puait pas. Puis, drôlement... attendez un petit peu, je vais juste... OK, ça s'arrête ici. C'est bon. Drôlement... ma mère n'était pas contente que je fasse cette vidéo parce que j'étais habillé en vidangeur. Elle s'est dit, ah, ben là, tu aurais pu, mais c'est ça que j'ai l'air lorsque je suis vidangeur, alors je veux que ça soit clairement assumé. J'amène cette vidéo-là aussi lors des conférences parce que je présente Steve. Steve qui est devenu un ami. Steve, c'est quelqu'un qui n'a pas terminé son secondaire, qui a fait un nombre incalculable de familles d'accueil. Son histoire de vie est tellement dégueulasse que je n'oserais même pas vous en donner le détail. Et pourtant, Steve est là devant nous et il a pour moi développé une écologie intégrale, personnelle, une éthique que je crois que plusieurs gens à l'université pourraient envier. Parce que lui, en fait, c'est le contact du déchet qui l'a transformé. C'est incroyable, c'est un beau témoignage. Lui, à 20 ans, il avait commencé à faire des vidanges, ramasser les ordures. Puis je me souviens, il était dans le quartier industriel de Ville-Saint-Laurent. Puis il y avait des entreprises qui jetaient des patins à glace parce qu'ils étaient un peu usés. Il les avait ramassés, puis lui, tout d'un coup, ça lui a fait un choc. Puis il est devenu ce que j'appelle freegan. C'est quelque chose que je pourrais expliquer un peu plus tard. Bon, pour la présentation, vous voyez, je suis, comme tout le temps dans ma vie, entouré de déchets. J'en ai mis ici. Moi, ce que je propose, c'est une expérience de rudologue. Le rudologue étant l'expert des pratiques de jeter, des façons de jeter. Alors, s'il y a des objets qui vous interpellent, vous n'hésitez pas à intervenir, poser des questions. Même chose à la fin, si vous voulez fouiller, toucher les objets, sans problème.
Même chose ici derrière moi. La présentation, c'est une présentation que je mets en filigrane là, pour un peu habiller, mais s'il y a des trucs qui vous interpellent, on en a parlé. Le plus c'est participatif, moi, le mieux j'aime ça. En fait, moi, je trouve que c'est un moment qui est à vous. Alors, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui vous interpelle le plus en lien avec les déchets? Moi, ça me fait plaisir d'en parler. Sinon, qui suis-je? Je commence souvent par là. J'ai effectivement commencé à ramasser les ordures à 18 ans. Moi, je dis qu'on n'est pas vidangeur, on le devient. Pour ma part, moi, mon père était d'une classe populaire, c'était un alcoolique. Puis ma mère a quitté, puis on est tombé dans une classe moyenne. Puis le père alcoolique, pourquoi j'ai décidé d'en parler, c'est mon éditeur qui m'a encouragé à en parler de soi. Mais c'est surtout que j'ai réalisé qu'il y avait une valeur sociologique à ça. C'est-à-dire, lorsque je parle d'un père alcoolique parmi les vidangeurs, bien, c'est banal. C'est même pas rien de spécial. À l'université, je parlais d'un père alcoolique, puis les gens étaient pleins d'empathie, de sympathie, ils voulaient comprendre. Père alcoolique dans les vidanges, c'est peu. Là. C'est très, très peu. L'exemple que je donne, il y a un des collègues qui est un des meilleurs vidangeurs que je connais. Lui, il dormait dans une niche à chiens parce que son père, en fait, le traitait comme un chien. Son père alcoolique, qui a déjà été son chauffeur, il conduisait en buvant, puis continuait à traiter son gars en arrière du truck comme un chien. Drôlement, ça a fait un des meilleurs helpers. Helper étant aide des boueurs, c'est celui qui est en arrière du truck. Ça a été un des meilleurs vidangeurs que j'ai connus. Puis moi, je dis souvent, si j'avais dormi dans une niche à chien, je ne serais sûrement pas devant vous présentement pour en parler. Alors, comme quoi, tu sais, mon éditeur m'a encouragé à en parler parce que je crois qu'il y avait une certaine valeur dans ce discours-là par rapport à la réalité qu'avaient mes collègues. Alors, à 18 ans, moi, c'était ce parcours-là de vie, je pense, qui m'a amené en arrière d'un truck. Aussi, il fallait que je paye mes frais de scolarité. Puis, j'avais aussi la particularité là, d'avoir, comme bien les jeunes, une crise identitaire. Je me cherchais beaucoup. Je me trouvais, je pognais pas avec les filles. J'étais un peu efféminé. J'étais un peu geek. Alors, mon beau-père était tout l'inverse, là, un amant de Arnold Schwarzenegger, les gyms, les protéines. Il me challengeait parce qu'on était deux personnes complètement différentes. Mais visiblement, moi, ça marchait pas mon truc. Alors, je lui ai dit, un jour, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Il m'a proposé d'aller faire des vidanges. Et drôlement, même si c'est peut-être pas la meilleure façon, c'était sa façon à lui. Il m'a rendu un très grand service. Alors, je suis rentré, puis j'ai découvert vraiment il faut que je le reparte. J'ai découvert, en fait, une classe sociale différente de la mienne. Parce que, pour moi, les vidangeurs, c'était vraiment classe populaire. Là. En général, la plupart des gens n'ont pas fini leur secondaire. D'amener un livre, ce que je faisais parfois au travail, ça embarrassait, ça crée du malaise. C'est dire la distance là, qu'on pouvait avoir sur certains enjeux. Alors, c'était quand même aussi une réelle chance parce que c'était les gars probablement qui me bulliaient au secondaire, avec qui je travaillais. Puis, d'être en arrière d'un truck avec eux, ça m'a permis de les écouter, de les comprendre, les connaître et d'avoir donc beaucoup de modestie par rapport à leur histoire de vie. Parce que comme ça a été mentionné, j'ai été aussi intervenant social, puis lorsqu'on commence à faire de la thérapie ou un suivi, on fait ce qu'on appelle l'histoire de vie. Puis lorsqu'on prend le temps de faire l'histoire de vie de quelqu'un, bien, on peut réaliser pourquoi une personne devient vidangeur. Moi, j'ai fait crise itinérance comme intervenant, puis dans la première cohorte que j'ai eue, il y avait un vidangeur. Puis encore récemment, dans ma bibliothèque municipale, j'ai rencontré un gars qui m'a reconnu parce qu'on avait couru ensemble. C'était aussi un vidangeur. Fait que moi, j'ai quand même continué mes études parce que je crois que c'était important pour moi. Puis au cégep, j'avais été voir un orienteur. Puis je lui avais dit, moi, les vidanges, ça me fait triper. C'est une passion. Puis j'ai un orienteur qui était quand même bien ouvert d'esprit parce qu'il n'était pas contre. Il m'a dit, par contre, mais encore. Mais encore. Puis le mais encore, il est juste. Parce que c'est 9 gars sur 10 qui lâchent. 10 % de rétention. Puis plus tu augmentes ton nombre d'années, après 4 ans, on doit être sur 1 sur 100. Après 10 ans, on doit être sur 1 sur 500. Donc, c'est effectivement comparable à du sport professionnel. Alors, c'est peut-être pas une finalité. Alors, j'ai toujours continué mes études en parallèle. Puis, à 20 ans, on est porté d'une certaine radicalité parfois. Moi, je voulais un peu changer les choses. J'étais en psychosociaux. J'ai voulu essayer d'aider les gens. Je suis devenu intervenant social. Puis, éventuellement, j'ai continué à la maîtrise en gestion internationale à l'ENAP. Puis, j'ai rencontré Alain Deneau.
Alain Deneau qui est devenu un ami. Alain Deneau qui est un de nos grands auteurs, grands écrivains. Puis Alain, moi j'ai eu besoin de lui, je crois, comme passeur, parce que t'as bien beau être à l'école, le milieu du livre, c'est une autre chose, c'est un monde, c'était pas du tout le mien. On parlait pas de théâtre et de littérature à ma table chez nous. Mais lui, c'est ça, il m'a présenté un éditeur. Puis Alain, il a fait, Georg Simmel appelle ça la position de l'étranger. Son discours, il m'a fait réaliser, par mon discours, il m'a fait réaliser, lui, puisqu'il était extérieur, qu'il y avait une valeur sociologique à ce que je pouvais raconter. C'est la raison pour laquelle il m'a présenté un éditeur. C'est un immense service. Puis l'éditeur, après ça, m'a permis, par la rétroaction, de mettre sur papier un discours qui m'habitait depuis des années, qui est le livre. Puis, drôlement, parce que moi, je suis extérieur au milieu du livre, je pensais pas que le livre pouvait avoir, parce que je suis de la génération où on lit moins, qu'on consomme beaucoup de trucs en ligne, on écoute des vidéos, des podcasts, que le livre pouvait avoir encore cette force-là dans une société, c'est-à-dire d'être en mesure d'être ici grâce à un livre, puis d'avoir été un peu partout présentement au Québec grâce à un livre. Alors, pour moi, c'est une chance, une belle opportunité. Donc, merci, c'est gentil. Oui. Puis là, c'est ça, pour que ça soit très interactif, on s'est dit que, oui, Odette pourrait poser des questions. Puis pour vous, es-tu ouvert, là? Es-tu ouvert? Oui, OK. Donc, puis pour vous aussi, si on veut que ce soit un échange, qu'on puisse discuter et tout ça, si vous n'avez pas, j'ai des questions, mais si vous avez vos questions, moi, j'aurais rien à faire, puis je serais bien contente, là, à vous écouter, puis à partager avec vous. Puis j'ai vraiment entendu de tout, là. Tu sais, les vidangeurs, on a le goût de leur poser des questions comme ça pue, qu'est-ce qui pue le plus. On peut poser ces questions-là. De toute façon, moi, je vais y aller par des niveaux d'analyse un peu plus profonds tout le temps, là. Fait que n'hésitez pas, là, il faut se faire plaisir, là. OK. Fait que donc, déjà, on a une question dans la salle. Fait que moi, je vais y aller avec des questions, 2 questions. Je vais essayer de prendre des tours de parole. Oui. Ça va être important que les questions soient posées dans le micro parce que c'est enregistré puis on voudrait que les gens entendent. Alors, oui. Peut-être juste dire que c'est ça. C'est enregistré, justement. Ça va passer sur YouTube suite à notre soirée. Fait que donc, c'est ça. Parce que des fois, peut-être on est un peu plus discret ou en tout cas, on y va comme on y pense, mais juste vous dire que c'est enregistré. On vous l'a dit, pensez-y 2 fois avant de poser la question. Oui, tu dis que dès le départ, ça t'a intéressé, les vidanges. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant là, d'emblée? Je ferai un détour par la sociologie du sport. En fait, notre société est assez policée. On peut forcer ou extérioriser ses frustrations par souvent le sport professionnel, le sport cadré, et puis difficilement par le travail, ce qu'on avait plus avant. Je pense aux bûcherons, aux draveurs. Puis ces métiers-là, il en reste, mais il y en a de moins en moins. Alors, je crois que c'est la raison pourquoi je parlais du jeune homme qui a dormi dans une niche à chien, c'est qu'il y a une forte résonance, selon moi, entre la violence qu'on a subie lorsqu'on était jeune, puis ce métier-là, qui est se faire violence. C'est l'équivalent des gens qui vont faire des Ironman, des ultramarathons. On dit souvent qu'ils sont habités par quelque chose. Ils combattent quelque chose, mais moi, j'avais quelque chose à régler. Puis dans le livre, j'ai parlé de Steve, pas ce Steve-là, un autre, qui était runneux pour les Hells, c'est-à-dire il vendait de la drogue porte-à-porte. Puis c'est sa thérapeute qui lui a fait réaliser que d'avoir fait des vidanges, ça l'a fait décrocher de la run parce qu'il y avait un niveau d'adrénaline qu'il allait chercher dans les vidanges qui lui a permis de décrocher. Fait que, comme Steve ici, ce vrai Steve-là, lui, à 20 ans, il a fait des actes qu'il ne se souvient même pas lui-même, qu'il faut lui témoigner qu'il l'a fait. Comme par exemple, je me souviens que par frustration, il avait vidé une poubelle dans le char de quelqu'un qui le suivait de trop près puis qui avait à côté sa copine. Mais drôlement, c'est un acte qui peut sembler répréhensible, un peu trop violent, mais je crois que ça parle aussi du fait qu'on n'accepte plus ce genre de comportement-là. Mais lui, c'était dans son pattern de comportement. C'est un comportement qui était normal. Puis effectivement, il y a peu d'emplois qui aurait permis d'être comme il est ou ce qu'il avait besoin de vivre. Alors ce métier-là, moi, je le vois comme une forme de réinsertion sociale. Ça permet à des personnes qui ont des comportements marginaux, des casiers criminels, des consommateurs de drogue,
passé et actuel, parce qu'on va tolérer beaucoup. Parfois même, les compagnies vont encourager la prise de drogue, de stupéfiants. Alors, c'est un milieu qui permet une ouverture que peut-être moi, j'avais besoin. J'ai beaucoup, Freud parlerait de sublimation, extériorisée de la violence que j'avais en moi. Après ça, l'espoir, c'est toujours de décrocher. C'est pas garanti, mais il y en a qui réussissent, puis Steve, c'en est un bon exemple. Ça répond à la question? Oui. Je voudrais juste savoir s'il y a des femmes parfois qui font le métier. Oui et non. Normalement, lorsqu'on voit des femmes dans la CMM étant la communauté métropolitaine de Montréal et la banlieue, les femmes vont être col bleu. C'est-à-dire ils vont être embauchés par la Ville de Montréal. Puis la Ville de Montréal, depuis les années 70 au Québec, ne fait que sous-contracter. Parce que les cols bleus, puis ça, c'est le vérificateur de la Ville de Montréal qui le dit sans cesse, les cols bleus n'aiment pas faire des vidanges. Ils se blessent beaucoup, ils sont plus coûteux que le privé. Luc Ferrandez, on en a discuté. Pour lui, un vidangeur, c'est 4 ans maximum, puis après ça, tu mets tes souliers, puis c'est fini. Moi, j'ai pas du tout cette optique-là. Parce que moi, j'adore faire ça. Mes collègues adorent ça. Mais par contre, nous, on va chercher des niveaux de productivité qui fait que pour les filles, c'est vraiment difficile. Comme moi, ma femme a essayé. Ma femme était super en forme. On parle de quelqu'un qui faisait 9 à 10 paliers au léger navette. Pour ceux que ça peut aider, là, c'est les pompiers, c'est ce qu'il faut pour qu'ils rentrent à l'hippique. Elle était très en forme, mais elle a dit physiquement, la charge était impossible. Après ça, je ne dis pas que dans une population donnée, il n'y a pas des femmes qui sont en mesure de le faire, mais ces femmes-là vont faire du sport professionnel, vont être athlètes, et elles ne vont pas devenir vidangeurs. Puis, encore une fois, il faut comprendre que les compagnies nous chiffrent. C'est-à-dire, Simon Paré, dans une telle run, tel chauffeur, tel camion, 4 tonnes à l'heure, 4,5, 7, 8. 8 tonnes à l'heure, c'est ce que 2 cols bleus vont faire en 8 heures. De toute façon, les cols bleus font que du recyclage. Ils ont mis les vidanges et le compost pour les compagnies privées. C'est pas pour rien. Alors, 8 tonnes, moi, c'est ce que je peux faire en 1 heure si je suis très performant, puis eux vont le faire 8 tonnes à 2 en 8 heures. Fait que ça dit la disparité parce que... Puis après ça, c'est pas un jugement de dire ils sont pas capables, c'est vraiment une façon de concevoir le travail qui est différent. Puis je reviens à ce que vous disiez. Moi, lorsque je suis rentré dans les vidanges très en forme, mais je me suis fait détruire en arrière d'un camion parce que j'ai rencontré ce qu'on appelle des ouvriers. Les ouvriers, c'est ceux que je parlais là. Des fils de draveurs, des gars de shop, des gens qui avaient plus cette possibilité-là, mais que même s'ils n'étaient pas des sportifs, mais il y avait du chien. Moi, j'appelle ça la culture du bûcheux au Québec. Alors, ces gars-là, c'est la plupart du temps des gars, cette culture-là, pour eux, c'est comme facile de... En tout cas, c'est une forte résonance. Vraiment, ça va assez facilement. Puis drôlement, dès qu'ils deviennent chauffeurs, ils prennent du poids. Ce qu'on appelle en sociologie les saines habitudes de vie, ils ne l'ont pas du tout. C'est la raison pour laquelle ils s'automédicamentent beaucoup et mangent mal. Moi, lorsque j'ai commencé, mes journées de travail, c'était 18 heures. 7 heures le matin à minuit, à 40 degrés, je prenais 8 litres ou 6 litres de Pepsi, 4-5 bars Mars. C'était mon éducation alimentaire. J'avais pas le profil d'un grand sportif. Puis des trucs comme ça, bien, ça dure un temps. Comme, je ne sais pas s'il y en a ici qui sont des amateurs, des consommateurs de coke ou de speed, mais c'est des drogues qui vont très bien pour un vidangeur, même comme les compagnies en donnent. Si tu n'as pas le tonnage voulu, ils donnent un peu de consommateurs, sinon un peu de stupéfiants, sinon tu prends tes affaires et tu t'en vas. Mais ça fait un temps. Parce que d'être sur des drogues, de l'amphétamine, des drogues de performance, ça fait que tu deviens un peu un surhomme. Mais ça dure un temps parce que là, tu manges plus, tu dors plus, tu te brûles. Alors, les gens qui ont resté longtemps, comme Steve, comme moi, je cours avec quelqu'un de 57 ans qu'on appelle le bonhomme. Yves, il a développé une éthique de grand sportif. C'est pour ça la raison pour laquelle il a duré. Là, j'ai fait des parenthèses, mais j'ai répondu ou... Parce que c'est ça. Après ça, oui, en fait, pour revenir sur les femmes, c'est que même si les gars peuvent avoir des comportements très machistes, sexistes, moi, j'appelle ça du mimétisme social, c'est-à-dire c'est ce qu'ils ont vu et entendu toute leur vie, puis qu'ils pensent que c'est une façon d'être intégrés. Ils vont le reproduire, mais lorsqu'une femme vient en arrière du troc et elle se donne, une femme, une personne de la diversité, peu importe, moi, j'appelle ça la solidarité devant la charge et énormément de respect. Énormément. C'est comme si tous les préjugés tombent à bas, puis ça, je trouve ça beau. C'est simplement que, littéralement, après 2 ans, moi, j'ai vu aucune femme en arrière d'un troc. Les femmes qui font des vidanges très, très, très peu.
Mais je ne suis pas fermé, c'est qu'on n'en voit pas. Oui. Bonjour. Moi, je serais curieuse de savoir, là, avec l'expérience sur le terrain, ça serait quoi la stratégie, selon vous, pour vraiment conscientiser les gens à bien faire leur bac, bien faire leur recyclage? Est-ce que c'est un peu comme que vous avez dit de « je ramasse pas un bac qui est mal fait, donc ça va puer chez toi pendant 2 semaines ». C'est sûr que vous en avez une idée. Qu'est-ce qui serait efficace? Parce que clairement, on met en place des stratégies, mais ça ne fonctionne pas, ça a peu de résultats. Fait que j'aimerais savoir votre opinion là-dessus. Ça c'est une réponse qui pourrait prendre 56 parenthèses. C'est vraiment compliqué. Au Québec, on a mis en place ce qu'on appelle le waste management. Puis, bien sûr, c'est le nom d'une des plus grandes compagnies de gestion des matières résiduelles au Québec, venant des États-Unis. Fait que c'est son nom, mais c'est aussi un système qui a été documenté par 2 chercheurs, Harold Crooks et Baptiste Mont-Saint-Jean, un doctorant dans la gestion des matières résiduelles. Le waste management, ce que c'est la facilité de jeter à bas coût sans que la population s'en soucie. Moi, j'appelle ça se faire coloniser notre imaginaire, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on nous a dit de faire et d'être depuis des années, depuis 50 ans. Alors, c'est difficile à détricoter, c'est vraiment une culture. Si on a à faire un changement, c'est un changement de paradigme. Parce qu'une fois qu'on a eu la facilité, tout geste qui va aller dans un sens contraire va avoir l'air d'une contrainte, une atteinte à notre liberté. Puis, d'autant que c'est les municipalités qui doivent les faire. Puis, on le sait, à Montréal, il y a l'espacement des collectes. Ici, c'est peut-être banal. En région, en général, c'est banal comme enjeu. Mais il y a un arrondissement qui a essayé de le faire, Hochelaga Maisonneuve, avec Pierre Lessamblet. Puis, lui, il a vite réalisé, en fait, que c'est en train peut-être de lui coûter ses élections, l'espacement des collectes. À quel point un sujet comme les déchets, que moi, je dis, le déchet, c'est le prolongement de soi, c'est un sujet sensible. Puis, malheureusement, les municipalités, puisqu'elles ont donné aux entreprises privées, des multinationales, le contrôle de la gestion de matières résiduelles depuis les années 70, les municipalités ont très peu de leviers, puis dès qu'elles le font, elles risquent de perdre leur élection. Alors, sans changement de culture, c'est difficile. Après ça, j'ai parlé à une conseillère, Mme Smesters, à Potton, en Estrie, qui avait mis 2 sacs maximum par citoyen par mois de déchets. 2 sacs. Sinon, il fallait en acheter. Elle m'a quand même dit qu'à terme, ça fonctionnait. Ils n'ont pas perdu leur élection à cause de ça. À Beaconsfield, qui était une des villes qui, dans le West Island, par capita, produisait le plus de déchets, ils ont été vers des mesures dites incitatives, c'est-à-dire tu choisis ta grosseur de bac, plus que tu la diminues, on te fait un crédit sur ta taxe. Parce qu'il faut comprendre que la gestion des matières résiduelles, c'est en général le 2e poste budgétaire d'une ville, 3e. Puis il y a des villes comme Rivière-du-Loup qui ont vu leur facture augmenter de 70 %. Donc, on a peu de contrôle. C'est que s'ils décident de monter les prix, on le voit assez rapidement. Mais au Québec, à cause de notre culture, tout ce qui est punitif, on pense à San Francisco, la ville zéro déchet, ils sont arrivés en mettant des pénalités à tout le monde. Ici, je pense que ça ferait perdre des élections à n'importe qui. On n'est pas là. On n'est vraiment, vraiment pas là. On n'est pas comme au Japon, par exemple, où il n'y a pas de poubelle dans les lieux publics, c'est propre. À Tokyo, les étudiants, les élèves sont habitués de faire leur service de conciergerie eux-mêmes. Nous, on n'a pas ce que moi j'appelle la réappropriation du déchet. Parce que le waste management, c'est le geste simple de mettre dans un bac sans s'en soucier, pas trop toucher au déchet, pas trop le voir. La réappropriation du déchet, c'est l'inverse. Puis c'est le combat qu'il y a eu entre les grandes entreprises et les chiffonniers, les ferrailleurs, les freegans. C'est-à-dire d'essayer de vivre avec les déchets un peu plus. Puis une fois que tu vis avec les déchets, drôlement, les classes populaires ont beaucoup plus de facilité, bien, tu réussis à te le réapproprier, puis voir que c'est pas un déchet. Pour l'instant, le déchet, ce que c'est ce que l'industrie nous dit que c'en est. C'est-à-dire, un déchet va être, par exemple, un sac Ziploc. Pour l'industrie de la gestion des matières résiduelles, une compagnie va dire, mais là, dans ton bac à recyclage. C'est sûr qu'elle va dire ça. C'est de la matière à recycler. Pourtant, on pourrait le laver. C'est vraiment la logique ils vont te dire quel déchet et de la façon d'en disposer. Puis pour le reste, pose pas trop de questions. Fait en ce sens-là, c'est plein d'analyses un peu cyniques, mais il demeure que peut-être que la popularité du livre, le fait qu'on soit ici, ça prouve qu'on le sait. C'est très inconscient. L'acte d'acheter, on se sent très mal par rapport à notre consommation. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé la part maudite de Georges Bataille, comme l'idée que lorsqu'on avance, on perd quelque chose. On le sait, on n'est pas à l'aise, mais là, tout d'un coup, on a envie d'en parler. Puis je crois de plus en plus. En France, il y a un éboueur qui est un TikToker aussi, puis qui est hyper populaire.
Donc, c'est dire que peut-être qu'on est prêt à un peu davantage parler de notre bonne gestion des déchets, parce qu'en fait, puis les entreprises là-dessus, elles ont bien réussi. Le mandat qu'on leur a donné dans les années 70, c'est d'être efficaces. Elles ont été diablement. On parle de drogue, d'amphétamine pour productivité. Là, vous avez vu peut-être, il y a un semi-remorque, un semi-truck, c'est-à-dire, on est passé au début du siècle, on ramassait les déchets en charrette, puis on est rendu avec un semi-truck en fin de siècle. Un semi, c'est 25 tonnes, c'est 2 10 roues. Ça dit à quel point, en l'espace d'un siècle, on est la société qui, même lorsqu'on va pas vite, même les cols bleus, on n'a jamais géré autant de déchets. Puis drôlement, c'est Claire Larocque, une philosophe, qui parle du grand débordement. C'est que malgré tous les systèmes techniques mis en place, dont la gestion des matières résiduelles par le recyclage, la quantité de plastique a doublé les 20 dernières années, puis il jette 300 kilos de plastique la seconde dans l'océan. Donc, les systèmes techniques ne réussissent pas à gérer, contrairement à ce qu'ils veulent nous faire croire, la masse de déchets qu'on génère. Parce qu'entre autres, le plastique, ben, ça coûte plus cher, dans le fond, d'en recycler que d'en produire du neuf. C'est la raison pourquoi on ne réussit pas. Alors, il y a vraiment des problèmes structurels. Je crois aussi d'essayer de diminuer, d'enlever un peu de pouvoir aux entreprises, ou sinon, les forcer à être des partenaires plus écologiques et peut-être moins efficaces. Puis ça, les villes, elles pourraient être appuyées par le gouvernement provincial en arrêtant de faire des décrets pour augmenter la grosseur des sites d'enfouissement, ce qu'il fait sans cesse, ou en augmentant la redevance. C'est-à-dire, lorsqu'une compagnie s'en va domper une tonne de déchets, elle paye un montant avoisinant les 30 $. Mais si, un peu comme une taxe carbone, on montait ça à 300 $, 200 peu importe, ça coûterait tellement cher, la gestion des matières résiduelles, ce qu'on va dire le troisième des R, bien, que ça ferait qu'on n'aurait pas le choix d'investir les deux premières. Les deux premiers étant, le premier étant refuser ou réduire, le deuxième étant réemployer, réutiliser, réparer. Puis le troisième, c'est le recyclage. C'est ce que l'industrie nous vend comme la panacée, ce qu'il faut faire et accomplir. Qu'est-ce que j'ai comme... C'est plus des pistes de réflexion, mais c'est des changements systémiques, puis surtout un changement de paradigme, de mentalité qu'il faut, je pense, opérer. Y existe-t-il des compagnies qui seraient pas qui nous exploiteraient pas, là, des compagnies qu'on pourrait dire on va faire affaire avec eux autres parce qu'ils ont une meilleure gestion. Pas encourageant. Non, mais c'est parce que c'est pas le mandat qu'on leur a donné. Jamais. Jamais. T'sais, moi, de ramasser du stock comme ça, les compagnies veulent me contrôler. Normalement, ils diraient que c'est dangereux pour moi, puis ils m'auraient empêché de ramasser du matériel trouvé dans les ordures. Les compagnies vont nous demander de faire disparaître des choses. Les compagnies vont pas nous encourager à ne pas prendre quelque chose au bord du chemin, bien au contraire. Ils vont vouloir, puis ça, le projet Montréal, on s'est parlé, puis le 3-1, qui est une ligne d'info pour les plaintes pour les citoyens, bien, en fait, la plupart des plaintes sur les déchets, c'est parce qu'ils ne sont pas ramassés. C'est pas parce que quelqu'un qui a ramassé un pneu, qui a ramassé de la peinture. On participe de cette logique-là de la disparition du déchet. Puis c'est ça, comme j'essaie d'expliquer, ça date de longtemps. Puis les compagnies, en fait, c'est ce qu'elles font. Puis drôlement, effectivement, si en compagnie, j'ai un secteur donné, puis on me dit de revenir, ben je vais ramasser. Je vais ramasser ce qu'on me dit parce que le citoyen s'est plaint. C'est très rare qu'il va avoir quelque chose. Puis même, lorsque tu essaies de ne pas ramasser, comme une TV plasma, ben, la personne, il n'y a rien qui l'empêche à la démolir et la mettre dans son bac la semaine suivante. L'espacement des collectes, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils vont peinturer des bacs à recyclage, à compost, en noir pour avoir plus de bacs de déchets. Puis ça, c'est un manque d'intérêt dans ce qu'on appelle la microgestion, manque d'intérêt pour le terrain, parce que même les fonctionnaires sont dans une logique de la disparition. La gestion écologique des déchets, pour moi, ça n'a jamais été un intérêt pour aucun des partenaires, en tout cas moi, que j'ai eu. Après ça, je ne dis pas qu'ici, on a des positions stratégiques pour faire des changements. En France, par exemple, il existe des contrats qui se négocient au tonnage. Fait que si tu diminues ton tonnage dans la durée de ton contrat, qui sont habituellement 4 à 6 ans, bien, tu peux avoir un bonus, une prime. Nous, c'est l'inverse. Harold Crooks, ce qu'il disait, c'est que les contrats se négocient au tonnage. Comme si tu fais un contrat avec une ville, tu t'attends à avoir, mettons, 2000 tonnes sur 3 ans. 2000 tonnes qui vont ensuite se négocier avec un site d'enfouissement. Fait qu'on est dans une logique de croissance. Puis d'ailleurs, même le compostage,
qu'on peut dire qui est... Moi, je dis que c'est un moindre mal, mais le compostage, en fait, c'est une logique de croissance aussi. Ils construisent une usine à Ville-Saint-Laurent, très, très coûteuse, mais elle aussi, elle a besoin de produire du compost. Elle a besoin d'un apport de compost constant pour être rentable. Drôlement, on le sait, là, vous en avez parlé, mais à une époque, au Québec, on encourageait à faire du compost domiciliaire, ce qui coûtait vraiment moins cher, moins d'infrastructures, mais l'industrie, elle, c'était pas son modèle d'affaires. Alors, le gouvernement a décidé de suivre l'industrie, puis tout l'argent des redevances a été dans des grands projets. La distribution des bacs à grande échelle, et drôlement, jamais, dans le fond, dans un changement radical qui aurait été le deuxième R. De faire, on le voit dans certains pays, là, des jardins communautaires où les gens amènent leur compost, on leur apprend à faire leur compost, faire le compost chez soi. Ça a coûté beaucoup moins cher. Parce que là, bien sûr, on va se plaindre que les coûts augmentent. Parce que la main-d'œuvre, le fuel. Alors, on est dans cette logique-là de la disparition. Comment on peut faire? C'est la solution. Je cherche. Oui. Moi, je cherche des solutions. Puis là, moi, je voyais. Hein? Ça, c'est pas le fun, les solutions. Mais tu sais, je pense, en tout cas, j'ai pas eu le temps d'aller tout vérifier ça, mais je pense à Saint-Damien qui viennent de se créer la Régie intermunicipale de gestion de leurs matières résiduelles. Ils ont décidé eux-mêmes de s'en occuper. Moi, je trouve que c'est un beau modèle, je trouve que c'est une solution. Je pense à Tricentris là, qui vient faire des animations dans nos écoles et tout ça, puis qu'eux ont des centres de tri. Puis c'est ça. Puis on a nos ressourceries, on a plusieurs organisations, tu sais, pour essayer de diminuer la. Je sais que ça, tu vas avoir moins de job, toi, mais en tout cas, ça c'est pas mon problème. Mais tu sais, c'est de réduire le. C'est de réduire ce qu'on envoie au site d'enfouissement. Ça n'a plus de bon sens. Comme là, tu sais, moi, je pense à Saint-Thomas, là, ils veulent agrandir. Jusqu'où on va agrandir si on continue de continuer de remplir? Là, ils nous disent de brûler. Il y a les incinérateurs. Mais, en tout cas, fait que donc, moi, je suis en mode solution. Fait que je sais pas si tu peux nous trouver des bonnes compagnies, là, puis on va les encourager. Puis moi, c'est qu'aussi, c'est de former, c'est d'avoir l'éducation pour pouvoir faire des choses nous-mêmes. Tu sais, qu'on soit autonome dans nos régions, dans nos municipalités. Puis s'ils compostent, il faut en faire à la maison, mais peut-être qu'on pourrait avoir, parce que on peut comprendre que quand tu mets ta carcasse de poulet dans ton bac de compost, on risque d'avoir d'autres... en tout cas, on risque d'avoir des invités à notre jardin. Fait que donc, je comprends que... Mais peut-être un endroit où on pourrait aller porter ces choses-là. On est capable de se déplacer, là. On n'a plus la charrette, là. Bien, en fait, c'est ça. C'est les pistes de solution. C'est de changer, dans le fond, le paradigme, c'est d'aller vers le deuxième R. Fait que du moment qu'on prend conscience que les entreprises, c'est peut-être pas des bonnes partenaires, à moins qu'elles veulent changer, bien, ça laisse énormément de place à l'innovation pour le deuxième DR. Je pense à l'écocentre de Saint-Jérôme qui fait présentement une petite révolution dans le monde des écocentres. C'est-à-dire, aller à l'écocentre, c'est chiant. Là. On n'a aucun incitatif. On peut tout mettre ça dans un bac. On peut mettre des batteries dans un bac, des cellulaires. Il n'y a rien qui va nous pénaliser si on fait un tel geste. Alors, d'aller à l'écocentre, ça nous coûte comme individu, comme citoyen. C'est quoi l'incitatif? Mais Saint-Jérôme, ce qu'on essaie de faire, c'est que lorsque tu amènes tes trucs, il y a un magasin qui s'est créé, un magasin général, qui est tellement approvisionné en nouveaux stocks que les gens ils vont même 2-3 fois par semaine. Puis donc, l'acte de jeter devient une forme de solidarité. C'est-à-dire, ce que tu jettes à l'écocentre, théoriquement, ton concitoyen peut l'acheter. Alors, d'aller à l'écocentre qui peut être contraignant devient peut-être un acte de plaisir ou une autre façon de consommer. Donc là, on est vraiment dans le deuxième DR. Puis drôlement, effectivement, en faisant ça, on réduit le tonnage. Donc, à terme, les entreprises... Parce que le problème de ces initiatives-là, c'est que les contrats sont signés sur 4 ou 6 ans. Alors, les économies ne paraissent pas. Les citoyens vont dire « Ah ouais, mais nos taxes ne changent pas. » Effectivement, ils vont changer dans plus tard, mais là, il faudra, comme municipalité, dire « On a un écocentre, donc il faudrait revoir le contrat à la baisse. » C'est la raison pour laquelle Rivière-du-Loup, par exemple, a négocié un contrat ouvert pour pouvoir essayer de se réapproprier. Parce qu'une fois que ça coûte cher, là, tu peux repenser, dans le fond, d'aller vers le deuxième R, financer des projets comme un écocentre qui deviennent compétitifs avec quelque chose qui est rendu très coûteux, la gestion de matières résiduelles. Fait que ça peut fonctionner. Ce que vous faites ce soir, moi, je pense que c'est génial aussi. Ça participe de la solution. Puis
Puis d'en parler, c'est quand même, ça vient du bas. Le déchet, puisqu'il l'intéresse pas. Puis c'est la raison pour laquelle le détour historique, c'est les années 70, ce sont les élus municipaux qui ont dit aux entreprises privées, occupez-vous de nos déchets, parce qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale, parce qu'ils ne voulaient pas faire ce que vous avez appelé le régionalisme, s'occuper localement de nos déchets. Parce qu'une fois qu'on s'en occupe, c'est pas mal plus embêtant si on les cache, on les enfouit ou on les met dans les rivières, parce qu'on va avoir un impact direct. Ces entreprises-là, dans le fond, utilisent des stratagèmes. Puis, on l'a vu avec Enquête, par exemple, là, notre recyclage pendant la crise, la Chine, à un moment donné, a dit, moi, je ne prends plus votre recyclage, c'est de la merde, parce qu'on fait du mix. Bien, à ce moment-là, dans le fond, on a commencé à voir que notre recyclage était revendu un peu partout à travers le monde. Puis, le risque de la modernisation de la collecte, parce que c'est un sujet d'actualité. Là, maintenant, le gouvernement a dit, mettez tout dans votre bac, puis ce qui n'était pas recyclable le 30 décembre va l'être le 1er janvier, parce qu'il faut créer des marchés. C'est ça qu'il dit, il n'y a pas assez de matière, il faut créer des marchés. Peut-être, mais peut-être pas. Peut-être qu'on va voir d'autres articles plus tard apparaître. Mais surtout, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond. C'est que si on croit maintenant que le bac, c'est je pense que ce que l'industrie veut, le bac nous sert, moi j'appelle ça un supplément d'âme, nous donne l'impression de faire un bon geste, mais ça fait qu'on n'investit pas les deux premières. Du moment qu'on réalise, selon moi, que la gestion des matières résiduelles est pleine de trous, plein de défauts, bien, il faut vraiment arrêter de consommer ou s'occuper de nos trucs ou les partager. L'exemple que je donne, c'est les sapins de Noël. À tous les Noëls, il y a le débat, est-ce qu'on coupe un nouveau sapin de plastique? Moi, j'ai calculé que dans la CMM, il se jette plus ou moins 20 sapins de Noël par jour, selon mon calcul. Moi, j'en jette 12 par année, plus ou moins. Ça change selon les saisons. Mais là, moi, je fais quand même un secteur et demi dans la CMM. Là. Donc, j'ai essayé d'extrapoler. Fait que s'il se jette 20 sapins de Noël par jour, bien, ça fait combien d'arbres par année seulement à la CMM? On arrête quoi qu'un écocentre prennent ces sapins-là et les partagent dans sa population, les répare, en prend soin, et donc on arrête d'en couper ou d'en acheter. Mais on n'est pas en mesure parce qu'on est dans ce que j'expliquais, le waste management, dans la facilité de jeter. Pour nous, c'est contraignant, d'autant lorsqu'on a Amazon qui nous fait l'inverse, c'est-à-dire nous rend facile l'accès à la consommation. Bien, je pense que tu as répondu en partie, là, mais tu disais tantôt que tu n'as pas de partenaire qui prône la gestion écologique des déchets, mais c'est pas vrai. Tu as Steve. Steve, il en veut une, la gestion écologique des déchets. Fait que, je me demande, est-ce qu'à ta connaissance, quelque part dans le monde, il existe des coopératives de travailleurs qui s'occupent de la gestion des déchets? T'sais, vous qui êtes aux premières lignes, qui voyez comment ça marche, faire les déchets, ça vaut cher. Waste Management font du cash avec leur affaire. Ouais. Mais ils font leur profit avec ce qui est le plus rentable, c'est-à-dire gérer les poubelles de manière rapide, sans trop se poser de questions. Mais il y a peut-être, quand on le voit dans la vidéo tantôt, puis tu te dis, hey, ça c'est l'art des vidangeurs. Il y a peut-être moyen, si, mettons, c'est les vidangeurs qui font le travail, qui décident de comment gérer les déchets, de mettre en valeur ces déchets-là. À ta connaissance, ça existe-tu? Il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup. L'itinéraire va faire un reportage à fond sur les freegan. Les freegan, c'est ça, c'est le concept qui dit que tu vis des rebuts de la société de consommation. Puis drôlement, les freegan, il y en a plein. Lorsqu'on dit le terme, c'est des gens qui fouillent dans les vidanges, retapent une maison, utilisent des matériaux de construction. Des Steve, moi je connais Reciborg à Montréal, qui est une coop d'anarchistes qui est ferrailleurs. Il y en a beaucoup. C'est simplement qu'ils ne sont pas en mesure de passer par-dessus Amazon et de changer le modèle. C'est-à-dire, le modèle présentement, c'est la consommation du neuf en premier, seconde main en deuxième. Puis, pour ça, il faut rendre, je crois, le deuxième, le seconde main, compétitif. Je pense à un ferrailleur que j'ai connu, qui avait créé une entreprise à Terrebonne. Puis lui, vraiment, il ramassait des ferrailleurs, il ramasse du fer, ça vaut cher. Puis il prenait tous les trucs qu'il trouvait, puis il en a fait un magasin, très beau magasin. Puis il a fermé. Il a fermé parce que même si tu trouves des trucs dans les vidanges, ça ne coûte rien, bien, il reste que tu as Amazon à côté qui fait encore plus compétition, même si eux, ils ont des frais. Alors, tant aussi longtemps, puis le gouvernement, encore une fois, peut agir. On peut mettre des taxes aux frontières sur les externalités qu'on reconnaît dans la production d'un bien. Tu peux aussi favoriser des entreprises par des subventions qui sont dans le deuxième R et pas dans le troisième, plutôt que de financer Veolia, entre autres,
Mais pourquoi pas financer un écocentre qui aurait besoin de vraiment moins d'impulsion monétaire, mais qui en souffre présentement? Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui sont prêts à ça. C'est simplement qu'ils ne sont pas assez compétitifs. Je crois que c'est ça le défi. Mais les gens en ont envie, là, parce que pour l'instant, c'est comme à la marge. Puis en plus, moi, ce qui me surprend, c'est, je ne sais pas s'il y en a des gens qui sont ferrailleurs, fils de ferrailleurs ou qui en ont déjà fait, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus payant, puis c'est ce qu'on ne fait pas. L'industrie de la gestion des matières résiduelles ne va jamais s'occuper des déchets, ni les villes, des déchets, des minéraux, des ferreux, non ferreux. Pourtant, il y a une grande valeur à aller chercher là. J'ai jamais compris pourquoi aucune des villes. La seule politique que j'ai vue qui était la plus ambitieuse, c'était Sainte-Marthe-sur-le-Lac qui disait à ses citoyens de mettre le fer et le non ferreux à côté de leur bac à vidange. Mais tu sais, drôlement, c'est comme reconnaître qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, marginalement, mais qui s'occupent pourtant d'une partie importante de la gestion des matières résiduelles, qui produisent quand même un acte important, parce que ça réduit, dans le fond, les GES. C'est beaucoup moins énergivore de recycler des métaux que d'en produire, mais pourtant, on ne le structure pas, on ne l'organise pas. Puis, pour l'instant, de ce que j'en sais, c'est que l'industrie du métal est contrôlée aussi par de grandes entreprises. Ils vont chercher les gros joueurs. Ils n'ont même pas besoin d'aller chercher les municipalités, les citoyens. Parce que quand même, la production des déchets, c'est 70 l'industriel, puis 30 le résidentiel. Fait qu'effectivement, eux sont beaucoup plus dans le gros 70 Ils vont chercher des contrats, ils vont mettre des containers un peu partout où il y a beaucoup de métaux à aller chercher. Bon. Puis drôlement, au Moyen Âge, il y avait des gens qui s'appelaient les biffins, qui fouillaient dans les vidanges tout le temps. Puis eux, on leur donnait des badges pour des territoires donnés, puis on leur donnait des montants d'argent. Parce qu'en fait, eux, ce qui s'occupent, c'est une diminution, dans le fond, de la charge, du tonnage que la ville sauve. Alors, on leur donnait une part de l'argent qu'ils faisaient sauver à la municipalité. Puis de nos jours, on n'a même pas l'inventivité d'une telle politique, quand pourtant, littéralement, c'est ce qu'ils font, là. Ils rendent un grand service à l'environnement. Puis en plus de ça, ils réduisent théoriquement notre facture de taxation. Et parfois, oui, ils ont des pratiques douteuses. Je ne sais pas si vous avez connu des ferrailleurs, mais faire des feux de joie avec des fils, ça pour extraire le cuivre de brûler, ça va très vite. Hein? Mais ce n'est pas la meilleure pratique. Mais tu sais, d'encadrer la pratique, ça pourrait faire aussi qu'on adopte des meilleures pratiques. Puis qu'on donne peut-être l'envie à des gens de devenir entrepreneurs en ferraille. Ce qu'on sauve en frais de gestion des déchets, As-tu le micro? Parce que si t'en entends pas. Nous, on l'entend, mais la radio l'entend. La télévision. One, two. Mais ce qu'on sauve en frais de gestion des déchets grâce à eux, là, de leur donner. On avait un ferrailleur à Saint-Émilie-l'Énergie il n'y a pas longtemps. Là. Mm-hmm. Puis il a fermé. Je ne sais pas exactement pourquoi. C'est-tu parce qu'il s'est fait tasser de là? C'est-tu parce que c'était pas rentable? Je ne sais pas. Là, mais... C'est difficile. Comme moi, lorsque je faisais de la ferraille, tu peux passer les cours. Dans le fond, le cours des métaux varie énormément. Fait que tu peux passer de 70$ la tonne métrique à 210. Fait que ton chiffre d'affaires peut être complètement éclaté. C'est difficile de bien s'organiser puis d'avoir des bonnes pratiques. Fait que, ouais. Un quoi? Ah! Ça, c'est vraiment bien dit. Parce que, oui. C'est des pistes de solutions, mais il y a de quoi inventer beaucoup. J'ai une petite question. Bonsoir. Bonsoir. Pendant la pandémie, on a assisté à un mouvement de reconnaissance, de solidarité incroyable vis-à-vis de votre métier et de son rôle social essentiel, comme le métier des soignants, par exemple. J'aimerais savoir comment vous avez vécu ça, cet élan d'amour, là, et qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette gratitude? Merci, hein, c'est gentil. En fait, je suis surpris de cet élan. J'ai pas eu l'impression d'être connecté à... Parce que les soignants, j'ai compris, mais pas les vidangeurs. Les enfants qui apportaient des dessins, qui remerciaient les gens. Moi, j'ai vu ça à Montréal. OK. Moi, je suis à Montréal, mais en général, on se fait traiter comme la marde tout le temps. Là. J'ai assisté à des scènes incroyables. Ah oui? Les gens venaient saluer vos collègues, les remercier. OK. J'ai vu ça dans quel quartier? Ouais. Où? Dans quel coin?
Myland? OK. Mais c'est vrai que c'est un quartier qui est... ouais, c'est dans le quartier... Les fois que j'ai été applaudi, c'était dans le Myland. Ouais. Ben, tu sais, comme vous l'avez vu dans les vidéos, là, on lance des poubelles. Là, les gens, ils comprennent pas ça, mais on se lance des poubelles. Fait que, dans le Myland, les gens ont peut-être une curiosité, mais c'est vraiment pas comme ça partout. Ouais, non, on est très, très mal. Moi, il y a un de mes amis qui est avocat, puis des fois, il vient faire des vidanges parce qu'en fait, on a des emplois sédentaires, puis lui, ça lui faisait du bien de sortir un peu de sa zone de confort. Puis je me souviens que ma run à Côte-des-Neiges, près de Décarie, je lui avais dit, comme formateur, j'avais dit « Tout le monde veut te tuer ». Pense à ça. C'est une exagération, peut-être un peu une caricature, mais il en suffit d'un. Puis lui, en plus, lorsqu'il vient une journée de travail, il n'est pas déclaré. Donc, il en suffit d'un. Il est père de famille. S'il se fait faucher, c'est fini. Donc, c'est une exagération, mais qui part quand même d'une réalité là, que les gens nous considèrent très peu. Là. Le livre, je pense, a quand même beaucoup aidé. Là. Ça, oui. Là, moi, j'ai quelqu'un qui m'a fait un câlin au plein milieu de la rue. Ça m'a troublé, mais... mais ça, c'est tant mieux. Puis, effectivement, il faudrait qu'il y ait un élan. On m'a dit qu'en Algérie, les vidangeurs sont vénérés. Oui, mais nous, non. Puis en France, où c'est très fonctionnarial, ils ont même une école, l'école de M. Eugène Poubelle. Ils sont traités comme la merde aussi. Puis c'est pas par hasard, là, dans le fond, de toute société, les gens qui s'occupent de ce qu'on appelle la prophylaxie, là, c'est-à-dire la gestion des espaces, la salubrité des espaces dans les milieux urbains, bien, c'est des gens qui, on aurait dit qu'on a peur d'être contaminés avec leur activité, avec ce qu'ils sont, ce qu'ils produisent, qu'on s'en tient à distance. On peut penser à la même chose sur ceux qui s'occupaient des corps, ceux qui s'occuper des égouts. Alors, il y a le même stigma qui touche les vidangeurs, mais effectivement, je pense que c'est à changer parce que ça suppose, dans une logique méritocratique, qu'il y a des gens qui sont faits pour certains types de métiers et drôlement, tu sais, il y a des gens, les classes aisées, qui ne sont pas faites pour. C'est ça, et voilà. Puis en plus, c'est dans un milieu où l'approche top-down est très forte, c'est-à-dire, tu as des gens... Tu sais, moi, lorsque je dis que je suis formateur comme vidangeur, les gens ne comprennent pas. Ils se disent, qu'est-ce que tu as à me montrer? C'est simple. Fait que, OK, ben je vais te le montrer, tu vas voir. Après une rue, tu dégueules à terre, fait que tu vois quelque chose à apprendre. Là. Donc, mais c'est plate que ça doit s'apprendre comme ça, mais c'est dire qu'on a une telle déconnexion par rapport à ce métier-là qu'on pense que c'est simple. Parce que c'est vrai que c'est simple, mais d'être performant comme il faut l'être, c'est complexe. Comme dans tout sport, moi je dis, tout le monde est capable de faire du soccer en marchant, mais pas tout le monde est capable d'atteindre des bons niveaux. Là. Puis malheureusement, la productivité de notre société exige des bons niveaux. Ça circule. Mais tout d'abord, merci pour ton analyse, parce que c'est pas juste un témoignage, c'est aussi une analyse. C'est quand on lit ton livre, on peut faire aussi le parallèle avec, je sais pas si tu as lu ça, là, Daniel Wolfe sur les rebelles, fraternité de motards hors la loi. C'est un anthropologue qui est devenu motard hors la loi pour faire sa maîtrise en anthropologie. Tu sais. C'est que toi, c'est l'inverse. Tu es devenu vidangeur pour ensuite faire l'analyse. Ça fait que c'est quand même un parallèle que je trouvais intéressant parce que c'est rare qu'on occupe des emplois puis qu'après, on analyse qu'est-ce qu'on fait comme travail. Tu sais. Bon, c'est que le deuxième lien que je voulais ressortir, c'est, tu en as parlé dans ton livre aussi, c'est la place des enfants. C'est la socialisation des enfants. Comment on socialise les enfants? Parce que là, Odette, elle nous présente comme solution des bonnes entreprises, mais je pense qu'il faut peut-être chercher comme solution qu'est-ce que les enfants peuvent apporter. Puis peut-être que tu pourrais nous en parler un peu là, de ce que tu as découvert, comment les enfants réagissent par rapport à toi, comment les parents vont parfois même... caché pour pas que l'enfant te regarde, même si l'enfant peut trouver ça intéressant ce que tu fais, valoriser même ton travail. C'est peut-être nous parler un petit peu des enfants comme façon de sortir de tout ce merdier, comme tu dis, là, c'est de la merde. Mais c'est pour les enfants, en tout cas, pour l'aspect écologique, disons, peut-être que je sais qu'ils n'ont pas d'aversion envers le vidangeur, parce que ça se construit. C'est une construction sociale. Alors, tu sais, moi j'ai souvent le défi, avant de travailler, je dis à ma fille, qu'est-ce que tu veux que je te trouve aujourd'hui? Je lui lance le défi.
Je lui trouve pas exactement ce qu'elle veut, mais quand même quelque chose de semblable. Puis je lui dis au CPE de le dire, d'où ça vient. Puis le soir même, des fois, on joue avec les amis filles, puis on donne les jouets trouvés dans les ordures. Mais c'est un petit geste, mais reste que le stigma du déchet n'est pas là chez les jeunes. Effectivement, il n'y a pas de différence. Récemment, j'ai amené une peluche de sirène, puis c'est un de ses plus beaux jouets, puis j'avais trouvé une vidange. J'aurais essayé de l'acheter, je ne l'aurais même pas trouvé. Là. Alors, il y a quelque chose de l'innocence, là, parce que c'est pas construit encore. Cette répulsion-là n'est pas construite. Alors ça peut être une belle porte d'entrée. Mais tu sais, il demeure que nos sociétés, puis c'est ça que le waste management, l'entreprise et les entreprises ont bien compris, c'est qu'on n'aime pas être dans nos déchets. Le déchet, c'est des classes populaires, ça va être des ferrailleurs, ça va être un peu louche, ça va être un peu sale. Moi, je me souviens, lorsque j'ai acheté ma maison, mon agent d'immeuble me disait « T'achètes jamais une maison à côté d'un ferrailleur. » J'en étais un. Fait que, c'est ça. On s'est construit cette distance-là avec le déchet. Ça a une source historique, parce que lorsque la gestion des matières résiduelles très, très embryonnaire a commencé à Montréal, fin 19e, début 20e, effectivement, en contexte urbain, le déchet est devenu problématique, dans le jeu de salubrité. Mais on est passé, dans le fond, d'une logique qu'on dit hygiéniste à trop d'hygiénisme. Parce qu'on a l'impression qu'à cause qu'on met des bacs, il y a moins de déchets. Mais moi, la raison pour laquelle j'amène ça, c'est que j'ai tout amené ça dans cette boîte-là ici. Puis cette boîte-là, ça rentre dans un bac. Alors, si on met ce qu'on appelle un robot, un camion à chargement latéral, ce que les entreprises nous vendent présentement, mais tout ça, ça disparaît. Parce qu'au moins, il y a eu un vidangeur qui a pu l'enlever. Mais le ferrailleur, les biffins à l'époque, les chiffonniers, à Montréal, c'était les guenillots, en région, c'était les quêteux. Ils veulent voir les déchets. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les met continuellement dans des contenants pour qu'on ne voit pas, qu'on n'enquête pas, qu'on ne touche pas. C'est quand même un peu à dessein. Puis même, la dernière invention, ce sont les molocs. Les molocs, c'est les bennes rondes qui sont enfouies sous terre puis qu'on met sur un terrain pour un complexe de condos, souvent de maisons de ville. Le moloc, pour moi, c'est un premier enfouissement avant le second, qui est le site d'enfouissement. Mais c'est cette même logique-là. Tu sais, dans le fond, un moloc, un bac, tu peux mettre une canne d'huile, tu peux mettre de la peinture, tu peux mettre des batteries. C'est pas une logique écologique des déchets. C'est une gestion très efficace. Puis, si on avait des enfants, de garder le fait que c'est pas grave de fouiller un peu dans nos déchets, bien, c'est bien, mais je crois qu'on a des beaux modèles. Puis là, c'est là pour ça le terme freegan. Mais les ferrailleurs aussi, ce sont je pense, des modèles dans la société, mais de dire ça, ce sont les plus marginalisés des marginalisés. Même nous, les vidangeurs, on les trouve croches. Fait que c'est dire, là, il y a certains vidangeurs, j'ai dit, qui ont fini ferrailleurs. Fait que... mais tu sais, drôlement, je trouve que c'est un beau modèle. Fait que le changement de paradigme, c'est ça. C'est de refaire nos symboles, nos conceptions, puis de revoir nos perceptions. Fait que, oui, l'enfant, je pense, l'enfance a quelque chose à voir là-dedans, d'autant qu'effectivement, il tripe ses vidangeurs-là. Je ne veux pas être naïf sur la question des enfants, mais dans notre projet, il y a des corvées collectives qui sont organisées dans les écoles et c'est vraiment intéressant de voir l'enthousiasme des enfants à partir en gang puis à ramasser tout ce qu'ils peuvent sur le bord de la route. Bien, il y a beaucoup de mains. Oui, ça me fait penser. J'ai été dans les écoles secondaires, puis ce qu'ils ont proposé, c'est que les élèves fassent le service de conciergerie. Pour moi, c'est une forme de réappropriation du déchet parce que tu te mets les mains dedans, tu vois ce que tu jettes. Puis en plus de ça, tu as de la considération pour un emploi essentiel qui est le concierge. Puis même, tu te perds, là, tu partages la réalité. Fait que ça peut être, je pense, un bel acte de sensibilisation. Mais comme d'ailleurs ce que vous faites sur les bords de rue qui est incroyable, là, il faut arrêter de se dire que c'est quelqu'un d'autre qui ramasse nos déchets. C'est le début de la responsabilisation. Oui. Je me demandais qu'est-ce qui a fait quand tu as voulu garder un objet, qu'est-ce qui s'est passé en toi, sur ton cœur, sur ta tête, qui t'est dit, peut-être pour quelqu'un? Parce que cette semaine, on faisait du ménage, puis là, mon chum, il dit, bon, ça, on peut-tu le jeter? C'était un beau vase, mais un peu cassé. Attends un petit peu. Non, il l'a jeté, puis là, j'ai été dans la poubelle, puis je l'ai sablé, puis mon beau-père, il y avait des fleurs séchées, puis en tout cas, ça a fait magnifique. Mais juste pour dire que faut comme penser, quand t'en as tellement des déchets, faut comme penser qu'est-ce que je vais faire avec ça, sinon tu remplis ta maison, puis
C'est ça. Ouais, ben, moi, j'ai une capacité de stockage limitée. Ça m'aide beaucoup. Sinon, je serais continuellement en train de ramasser, ça, c'est certain. Fait qu'il faut que je fasse un bon roulement parce que je suis pas entrepreneur là-dedans. Alors, j'aime bien lorsqu'on me nomme des trucs. C'est ça, ça m'aide. Parce qu'en fait, moi, j'ai dit plus ou moins 70 000 tonnes que j'ai vu passer, d'après moi, en 20 ans. Alors, tout ce que tu peux imaginer, je l'ai vu. Je l'ai trouvé. Ou j'aurais pu le trouver. Il faut simplement que, en psychologie sociale, on appelle ça le priming, là, que je l'ai en tête. Puis une fois que je l'ai en tête, je le vois. Ça ne sera pas très long. À moins que tu me nommes de quoi de super rare, mais même de l'or, j'en trouve. Moi, j'ai des vidangeurs qui ont trouvé dans un matelas 4 000 un sofa. T'sais, on dit souvent ça, là, dans un sofa, on cache notre héritage. Nous, dès qu'on trouve un sofa, on l'ouvre, c'est certain. Là. Donc, il faut avoir le regard ouvert. Après ça, si, comme là, ces temps-ci, je veux faire une cabane pour mes filles, ben là, je trouve du bois. J'en trouve tout le temps. C'est dès que je me mets à vouloir trouver, je trouve. Le problème, c'est d'être freegan, c'est-à-dire de vivre la société, des rebuts de la société de consommation. Vu que j'achète rien, j'ai très peu de désir. Alors, il faut vraiment que ça vienne de l'extérieur. C'est pour ça que ça va bien avec des demandes des gens. Sinon, ben moi, je suis plutôt minimaliste, je n'achète pas grand-chose. Puis même, j'ai des gens qui vendent pour moi parce que je ne connais pas la valeur des biens. J'ai aucune idée. C'est comme ça. Ça, j'ai trouvé ça dans les vidanges. Là. C'est pas, je sais même où. Je sais la maison. Je m'en souviens. Ben, s'il y a quelque chose qui te fait plaisir, ça me dérange pas. L'étau, il commence à me fatiguer parce que je le traîne partout, là. Oui, mais tout ça ensemble, là, c'est quand même lourd. Là. Puis des fois, ils me font marcher, les professeurs. Là. Ça, j'ai trouvé ça, c'était neuf. J'ai regardé sur Internet, ça vaut 100 $. Fait au Canada en plus. Okay. Ouais. Puis, moi, c'est ça que j'aime. Puis ça, moi, je connais pas ça du tout à 18 ans, mais tous les gars qui je travaillais savent c'est quoi, les métaux précieux, ils savent c'est quels qui valent cher, le cuivre, puis où aller les vendre. Drôlement, parmi tous mes amis écologistes, il n'y a personne qui savait c'était quoi de recycler des métaux. Pourtant, c'est un des actes, je pense, les plus responsables envers l'environnement. C'est-à-dire, si on veut faire une transition énergétique, on a besoin de cuivre, c'est-à-dire pour les cellulaires, pour les autos électriques, pour le câblage, pour nos ordinateurs. Mais pourtant, on jette du cuivre sans cesse. Puis ça rentre très, très bien dans un bac noir, très, très bien. Alors, on le perd. Puis même, on est rendu dans un concept qu'on appelle le pic ressource, c'est-à-dire le cuivre va bientôt atteindre son maximum, sa capacité maximum de croissance. Puis là, pour aller en chercher, ça va décroître de plus en plus dans la croûte terrestre. Puis il va falloir innover de plus en plus pour aller en chercher, à dépenser plus d'énergie. Puis drôlement, on en jette. Fait qu'on est en train de réfléchir qu'il va peut-être falloir un jour ouvrir nos sites d'enfouissement pour aller chercher le cuivre qu'on a jeté. C'est dire l'absurdité de la chose. Puis, encore une fois, moi, j'ai parlé à mon plombier de cette réalité-là, puis il en était conscient, un ouvrier, parce que je lui parlais de cette dynamique-là du cuivre. Il était tout à fait au courant. Il dit, ben oui, c'est pour ça qu'on met du PEX, on met le métal, le plastique, parce qu'on voit le cuivre se raréfier. Mais quand même, agissons. Je comprends pas pourquoi que le gouvernement n'agit pas pour arrêter cette espèce d'hémorragie-là de ressources, le cuivre. Puis après ça, même chose ici, là. Ça, c'est tout le temps, là. On peut trouver ça à toutes les semaines des cellulaires, là, parce que ça se cache super bien dans un bac, dans une poubelle. Alors, comme innovation, des bacs transparents. Ça peut être une bonne idée. C'est pas mal plus gênant de mettre des trucs comme ça. Puis sinon, au moins, ça donne accès à ceux qui sont intéressés à la matière. Mais c'est pas pour rien que les bacs sont noirs. C'est comme un gouffre. C'est profond. On voit pas, c'est noir. C'est un trou noir. C'est bien imaginé. Oui. Moi, ça serait pour avoir un complément de réponse à la première question là, que j'ai posée, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'avait amené, intéressé d'emblée au vidange? Tu as répondu par le fait que c'est très physique. Ouais. Ça peut canaliser l'énergie quand on a beaucoup à dépenser. Mais après ça, tu t'es intéressé aussi au vidange comme tel. Mm-hmm. Ça, c'est comment ça s'est fait là, dans ton esprit. Puis l'autre chose, c'est tu as parlé qu'il y avait les déchets. Ça provient à 70 % des industries, 30 % à peu près des particuliers. Puis les industries, bon, ils mettent des gros, les choses, là, les containers, là. Oui. Puis là, ils disent, bon, ben jetez, puis jetez.
Mais est-ce qu'elle se donne la peine de récupérer les choses rares, les choses qui valent quelque chose, ou si on envoie aux poubelles, puis that's it? Je vais répondre avec la deuxième. C'est quand même plus facile parce que je n'ai pas fait beaucoup de ce qu'on appelle le commercial. Il y a des entreprises qui se spécialisent là-dedans. Fait que j'aurais de la difficulté à répondre avec justesse. Moi, je crois que si tu as beaucoup de matière, pas très mixée, là, pas mélangée avec d'autres métaux, c'est facile pour l'entreprise de le mettre dans son modèle d'affaires puis de trouver un fournisseur. Mais après ça, tu vois de tout. Là. Je sais qu'en ville, il y a même dans le résidentiel, on prend du commercial. Puis le commercial, ils ne vont pas nécessairement recycler ou avoir de bonnes pratiques. De toute façon, ils n'ont pas vraiment l'intérêt, surtout si ça rentre dans des contrats résidentiels. Fait que ça, il y a une frontière qui est un peu poreuse dans les municipalités. Mais parce que le déchet n'intéresse pas. Là, on ne commence pas à contrôler. C'est emmerdant, je pense, pour un gestionnaire, même pour une entreprise. L'ingénieur, il est bon pour concevoir quelque chose, mais sa fin de vie, ça fait juste l'emmerder dans son idée de conception initiale. C'est plus des commentaires généraux que j'ai. Mais puis sinon, pour mon parcours, c'est que ça s'est vraiment intégré dans ma vie. Au début, c'était l'appel du sport, beaucoup. Puis ensuite, madame a parlé de l'anthropologie tout à l'heure, là, des démarches qu'un anthropologue peut faire. Moi, j'ai découvert qu'en France, il y avait le mouvement qu'on appelle des établis. C'est dans les années 60, en France, il y a des gens qui ont quitté l'école puis qui ont dit, surtout des sociologues, qui ont dit l'école, ça se passe sur le terrain. Moi, j'ai réalisé que c'est ça que j'ai fait. J'ai vécu ma sociologie sur le terrain. Pour moi, ça a fait beaucoup de sens. J'ai fait aussi de l'intervention sociale auprès des collègues. Fait que ça aussi, comme je dis, un parcours intégré, ça s'est imbriqué très bien. Ça s'est agencé dans ma vie. En gestion, on parlerait de compétences transversales. Pas mal, tout a marché. C'est comme ça que ça a fait que ça a toujours fait sens pour moi. Mais quand même, je garde toujours quelque chose sur le côté. Puis là, ces temps-ci, comme je dis, j'ai 2 enfants, je ferais 0 heures de sport par semaine. Puis grâce à ma job, j'en fais 15, plus ou moins 15. Mais lorsque j'ai commencé, je faisais 60 heures de sport par semaine. C'est pour ça que je dis que c'est des niveaux d'athlète professionnel, là, 60. Puis je me blessais pas mal plus aussi. Simon, par ici. Oui. Merci d'être là. En 2007, quand on a fait qu'on s'est intéressé au lieu d'enfouissement sanitaire de Saint-Thomas, on avait un peu dérangé, disons ça comme ça. On avait un peu dérangé. Je peux pas dire que moi, j'ai reçu des menaces directement, mais il y avait certaines formes d'intimidation qui étaient arrivées. Je t'écoute parler depuis tout à l'heure, ton livre, tes conférences. Tu es une drôle de bébite parce qu'à la fois, tu es performant dans ton travail, tu es formateur, tu dois être un employé très apprécié, mais à la fois, tu es un trouble-fête là-dedans. Qu'est-ce que pense ton employeur de ce que tu fais, de ce que tu as écrit, de tes conférences, du fait que tu remettes ça en question, du fait que tu critiques, puis même tu dis que tu prends des objets alors que je pense que tu ne dois pas être autorisé à le faire, si je ne me trompe pas. Ouais. Ta parole est libre. Comment tu es perçu par ton employeur? Très mal. Ah, ouais. Mais le reportage nous a presque valu une poursuite. On était sur le pied d'alerte avec la maison d'édition. Pourtant, vous avez vu que c'était pas... il n'y avait rien de très, très diffamant. Mais les entreprises veulent bien sûr contrôler les communications. Je pense qu'elles ne savent pas exactement ce que je vais dire. Alors aussi, ça les insécurise. Drôlement, un peu comme le journaliste d'investigation, une fois que tu pars public, ça te protège. Tu sais, s'ils me mettaient à la porte, présentement, moi, je travaille pour 360. J'essaie quand même d'avoir un discours nuancé. C'est-à-dire, je sais qu'elles sont essentielles, ces entreprises-là, dans le sens que si elles ne arrêtent de toutes les entreprises arrêteraient au Québec pendant moindrement 2-3 semaines, on serait sur le pied d'alerte, là, on les apprécierait. Alors, elles demeurent quand même responsables du mandat qu'on leur a donné. En ce sens-là, je suis prêt à être nuancé, mais je crois qu'elles n'aiment pas que je parle aussi librement. Ça, c'est certain. Pour 360, je leur avais proposé un reportage, puis ils l'ont un peu arrêté. Je pourrais dire ça comme ça. Là, ils se sont arrangés pour que le département des communications s'en occupe. Fait que, mais les employés m'apprécient beaucoup. Ça, c'est sûr. Mais dès qu'on monte dans la hiérarchie, on ne se parle pas sinon. Mais l'avantage, c'est ça semble simple comme travail, mais puisqu'il y a une pression continue sur la productivité, ça fait que les employés de qualité sont plutôt rares. Fait qu'on réussit quand même à bien tirer notre épingle du jeu. Là.
Est-ce que ça répond avec nuance et subtilité? Parce que c'est ce que j'ai besoin de faire présentement. Donc, c'est moi qui ai le micro. Salut. Oui. Dans le fond, c'était juste une anecdote pour revenir par rapport à ce que la dame disait par rapport aux enfants. Dans le fond, je voulais partager que moi, je viens d'une famille d'éboueurs, de scrappeurs et compagnie. Puis mon grand-père avait une dompe, puis j'allais souvent avec mon père à dompe, puis je trouvais vraiment des trésors incroyables, dont l'album de mariage à mes parents qu'ils n'avaient jamais eu, parce que il avait pu retrouver trace du photographe. Puis en fouillant, je vous jure, j'ai trouvé l'album de mariage de mes parents. Fait que c'était vraiment, tu sais, c'est ça. Quand je dis qu'on peut trouver des trésors, tu sais, ben voilà. Fait que je voulais juste vous partager ça. Ça me fait penser, dans ma ville natale, j'avais ramassé un ordinateur, je l'ai ouvert, puis il y avait des photos de mon frère dedans. Fait, ah ben, coudonc. Moi, je voulais faire du pouce sur l'éducation auprès des enfants. Est-ce que c'est vous qui êtes allé à Saint-Damien faire la présentation du bon recyclage, du ramassage des déchets? Ah, OK. OK. Parce que ça fait des petits. Ça fait des petits. C'est extraordinaire. Parce que moi, j'habite en plein cœur du village et je travaille à l'école aussi. Et donc, il y a 2 ans, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de déchets sur la principale à Saint-Damien. Fait que j'avais initié des poubelles. On a fabriqué des poubelles avec des seaux d'érable. Et on les a décorés un peu pour montrer que c'était vraiment des poubelles. Puis ça s'accroche très bien. Si vous voulez prendre l'idée, là, je n'ai pas pris de brevet là-dessus, donc ça peut se multiplier. Je trouve que dans notre décor d'Amiénois, ça va très bien, des poubelles en seaux d'érable. Et donc, ça fait 2 ans que j'ai fait ça. Puis là, suite à la présentation de Tricentris, les enfants, ils viennent chez moi, ils viennent sonner, et 4 enfants comme ça, et il dit est-ce que c'est toi qui as mis les poubelles un peu partout à Saint-Damien? Je dis oui, entre autres moi, mais il y a d'autres personnes qui en ont placé, et ils voulaient me féliciter. Ils voulaient me féliciter. Alors là, suite à ça, moi, j'ai ressorti mon matériel à fabrication de poubelles. J'ai dit, si vous voulez, on peut en faire plus et vous pourrez aller les accrocher. Puis ils étaient tellement motivés, là. Juste un petit atelier comme ça, là, ça a fait la différence. Fait que je me dis, on peut vraiment en faire plus. Merci. La première année qu'on a parti le projet Nos bords de route, je me ramasse, on rêvait de pouvoir rentrer dans les écoles. Mais on ne pouvait pas, on n'avait pas de porte d'entrée. Mais depuis l'an passé, avec un contact avec des enseignants qui étaient venus faire la corvée, puis aussi l'aide, là, j'en parle, mais l'aide de la Caisse populaire qui nous a financé, on a pu engager une animatrice de la coop Tricentris qui est venue parler sur le bac de récupération. Alors, l'an passé, on a fait le tour de toute l'école des Grands Vents. Cette année, l'école de Saint-Damien, l'école de Mandeville. Et on est rentré dans Polyvalente aussi. C'est dans l'école Bermond. Là, c'est nouveau de cette année, puis on va continuer. Et effectivement, ça amène beaucoup de conscientisation au niveau des jeunes. Fait que, merci de votre témoignage. Peut-être la dernière question. Il est 8h moins 25. Donc, s'il y en a, là, peut-être 1 ou 2. OK. Moi, j'ai pas besoin de nuances parce que j'ai pas un patron qui... Non, premièrement, je voudrais dire que je trouve que c'est une bonne chose que chaque personne, en fait, en tant qu'individu, veuille faire des choses bonnes pour la planète, l'humain. Mais par contre, je suis comme contre le fait de dire, en fait, que c'est, en fait, aux citoyens et citoyennes de faire leur part parce qu'en fait, c'est... Tu le disais tantôt, en fait, les 30 des déchets, c'est les individus, 60 c'est les entreprises, c'est voir aussi qu'est-ce qui nous est donné, en fait, qu'est-ce qu'on peut acheter, mettons, est-ce qu'on pourrait bien dire, en fait, ça, j'aimerais ça pas l'acheter, j'aimerais pas acheter cette paire de ciseaux en blaguer avec un plastique
dur que j'ai besoin d'une paire de ciseaux pour couper. Enfin, donc, qu'est-ce qu'on nous met comme possible à acheter? Ben, on n'a pas le choix, on n'a pas décidé, en fait, de qu'est-ce qui est possible. Donc, je pense que tout ce qu'on peut faire individuellement, c'est une très bonne chose. Mais en fait, il faut voir c'est qui, en fait, les fautifs. Là. En fait, c'est le système en fait, impérialiste, colonialiste, en fait, qui va donc à la fois asservir les autres pays en termes de leurs ressources, mais aussi les êtres humains, en fait, qui sont comme brimés là-dessus. Et nous, de notre côté, effectivement, je pense que c'est une très bonne chose, le fait de se dire, comme tu parlais de Reciborg, moi, je les connais bien. Ben, malgré toutes les ressources et les subventions qu'ils ont, c'est quand même des gens, en fait, qui ont du mal à se payer plus cher que le salaire minimum, parce qu'en fait, effectivement, ben, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'espace, en fait, pour trier toutes ces choses-là. Puis c'est tellement pas cher, en fait, qu'est-ce qu'on peut avoir sur le marché, d'où, de ce que je disais tout à l'heure, en fait, les personnes des autres pays, en fait, qu'on exploite. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, entre autres, c'est avoir accès aux poubelles. Tu sais, vous êtes tantôt, en fait, on n'a pas le droit d'avoir accès aux poubelles. Mais normalement, c'est comme une compagnie ou, je sais pas, n'importe quelle compagnie de bouffe jette des choses. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas y avoir accès? En fait, c'est des gens, en fait, qui se disent... Tu disais tout à l'heure là, qu'il y a des gens au Moyen-Âge, ils étaient même payés, en fait, pour ça. Mais là, présentement, on n'a juste pas le droit. Si on se fait pogner, c'est comme ils veulent pas. Après, tu le disais, en fait, là, on peut avoir des revendications, mais si une municipalité qui veut trop en faire n'est pas réélue, donc, il y a là aussi le problème, c'est qu'en fait, c'est une vision à court terme. Comment ça s'appelle, les partis politiques, ils veulent être réélus. Donc, en fait, ils font des politiques à court terme. Tu sais, toujours vouloir voir une croissance, qu'en fait, c'est la décroissance qu'il faudrait, la réutilisation. Moi, j'irais plutôt par les deux premiers en premier, en sens que c'est comme... Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben ça, moi, j'ai l'impression, c'est avoir accès aux poubelles, en fait, avoir accès, en fait, à réellement montrer du doigt aux gens, en fait, qui prennent des décisions. Dire, hey, en fait, nous, en fait, c'est ça le pouvoir qu'on pourrait avoir. On n'est pas d'accord avec ce que vous faites, puis qu'est-ce que vous nous introduisez de faire, ou qu'est-ce que vous nous donnez accès, en fait, comme achat, en fait. Donc, c'est comme, j'ai pas de solution à ça, mais dans le sens, c'est à ce niveau-là que j'ai l'impression, en fait, de reprendre un pouvoir, en fait, citoyen. Hein? Ben, non, j'ai pas de question. Mais c'est une excellente synthèse de plusieurs points qu'on a parlé. Là. Mais en fait, moi, ce que je trouve qui est vraiment vrai, c'est que de faire porter le poids à l'individu. Par exemple, on peut penser au mouvement zéro déchet, qui est une super bonne chose, mais il ne faut pas, je crois, se mettre le poids parce que tout le système, autant de l'achat que de l'acte de jeter, est contrôlé par une grande entreprise qui nous l'impose depuis des années. Après ça, moi, c'est la raison pour laquelle j'aime mieux le terme responsabilisation plutôt que, disons, culpabilité ou anxiété. Surtout que comme intervenant, en tout cas, l'anxiété, ça peut paralyser. Si l'anxiété, le versant positif, c'est la conscientisation, fine, mais si c'est justement d'être paralysé, d'être inactif, éventuellement de ne pas donner envie ou de ne pas se mettre en action pour un projet dans le deuxième DR, peut-être que l'anxiété est un peu nocive. C'est pour ça que la responsabilisation, c'est la conscientisation puis de prendre action à notre échelle. Puis ça, c'est génial. À notre échelle, c'est l'énergie qu'on a, puis pour donner envie à d'autres de suivre. Mais en prenant en compte que, bien sûr, on est imbriqué dans des systèmes qui nous dépassent, puis que notre marge de manœuvre est quand même assez faible. Puis en ce sens-là, je pense qu'il faut être comme compréhensif envers soi-même, puis que chaque bonne action dans la bonne direction, c'est déjà beaucoup. Ah oui. C'est ça, on va prendre Mme Lausier puis Marilyn, puis il va y avoir les livres à vendre aussi derrière, après, là, si vous voulez. Puis si vous voulez devenir membre des Amis de l'Environnement, on a aussi des feuilles d'adhésion. Puis on va avoir un petit mot de la fin. 1, 2, 1, 2. Bien, merci beaucoup. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis moi, ce qui monte, c'est pas une question, c'est un partage. Ce qui monte énormément, c'est sensibiliser. J'ai eu le bonheur de le vivre à l'école de Saint-Damien. Et oui, les enfants étaient grands yeux ouverts, mais les enseignants, les éducateurs, c'était vraiment intéressant. Puis il y avait beaucoup de choses qu'ils ne savaient pas. Et moi aussi, d'ailleurs. L'autre point, c'est que ce qui monte aussi, c'est deuxième vie. C'est même troisième vie. Puis on a la chance, j'imagine aussi dans les grands centres urbains, mais en région, d'avoir des friperies exceptionnelles, dont à Saint-Damien. Nous, on a la ruche, je fais partie du conseil d'administration. Puis, donc, je trouve que c'est important de donner cette deuxième vie-là et nous tous d'être ambassadeurs auprès de nos proches, de nos amis, de nos voisins. Moi, j'en ramasse, je leur dis « Hop, 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 ça va pas dans la poubelle! »
Puis je ramasse des petits bureaux, je ramasse de tout, je mets ça dans mon auto, j'amène ça à la ruche. Alors ça, c'est aussi une solution de sensibilisation auprès de nos proches. Bien, merci. Merci pour le partage. Merci. Merci. J'avais la dernière question, je crois. Merci. En fait, dans le même sens que Odette, je voulais peut-être terminer en étant en mode solution. Donc, oui, on parle beaucoup d'implication citoyenne à notre niveau, mais de ce que je comprends, c'est que le plus petit pas possible va venir surtout des municipalités, parce que ça ne sera pas des hauts paliers gouvernementaux. Puis, c'est qui les experts qu'une municipalité qui voudrait s'informer, prendre des initiatives ou aller plus vers les incitatifs que le côté punitif ou toutes les bonnes idées que vous avez? C'est qui les experts qu'une municipalité pourrait aller chercher pour avoir toutes ces idées-là? Mais déjà, je vous êtes bien grillé ici, là. Mais sinon, le Front commun... Le Front commun pour une gestion écologique des déchets. Ça aussi, c'est vraiment peut-être très pertinent. Puis sinon, je pourrais vous mettre en contact avec d'autres experts. Là, il y a Blandine Chamou. Il y a présentement Espèce d'ordure, qui est une série. Puis là, il va y avoir une saison 2 avec un aspect Montréal où on va parler de plein d'intervenants locaux qui essaient de faire des pas de côté. Là. Fait qu'il y en a beaucoup, drôlement. Là. Il y en a vraiment beaucoup qui s'intéressent à une autre façon de voir les déchets. Beaconsfield, qui est un modèle qu'on a fait des reportages dessus, c'est-à-dire de réduire la taille des bacs. C'est quelque chose de super accessible et facile à mettre en place pour une municipalité. Puis il y a l'écocentre de Saint-Jérôme qu'on pourrait aller visiter sans problème, puis essayer d'en faire des petits. Son directeur, d'ailleurs, c'est Tricentris qui a acheté le projet de l'écocentre de Saint-Jérôme. Alors, il y a plein de possibilités, sincèrement. C'est vrai que s'il y a de l'intérêt, on peut facilement les trouver puis mettre en place. C'est des projets quand même qui sont vraiment plus accessibles que ce que les grandes entreprises mettent, elles, en place, je pense. Fait que, ouais. Merci. Donc, Luc va faire le mot de la fin, mais peut-être je vais remercier tout de suite M. Simon Paré-Poupard. Merci de votre présence. C'est ça. Moi, j'ai été fascinée quand j'ai lu son livre au mois de septembre, quand ça a sorti au mois de septembre l'an dernier. Et quand j'ai lu ça, parce que c'est beau de se dire qu'est-ce qu'il faut mettre dans le bac brun, dans le bac au recyclage, au compostage. Mais moi, je sentais tout ce qui vient du cœur de Simon. Et je me dis, si on veut que les gens fassent des changements, il faut toucher le cœur des gens. Fait que donc, je trouvais que... Puis Simon, je pense qu'on est vraiment touché par ce que tu as fait. Merci. Merci vraiment pour toute la réflexion que tu nous fais vivre. Oui, merci. J'ai quelques commanditaires. Oui, c'est Odette qui... À chaque année, on se demande qui qu'on pourrait faire venir pour aller plus loin dans notre réflexion. Et c'est Odette qui est arrivée avec écoutez, j'ai vu un livre, mais à ce moment-là, on ne savait pas s'il pourrait venir, on ne savait pas si... Mais voilà, merci beaucoup. Il y a même une supplémentaire, non? Ben oui, il y a une supplémentaire la semaine prochaine. Il reste-tu de la place? Il reste de la place, ça se rapproche de la fin, mais il reste de la place. Si vous connaissez des gens qui peuvent venir ce soir, qui aiment se réserver un billet, c'est soit gratuit ou soit vous pouvez faire une petite contribution à la coop ici. Fait que je n'ai pas pour passer le mot, il reste quelques places encore pour jeudi prochain, 1er mai, 18h. Okay. Alors, tout au long de la soirée, on vous a parlé du projet Nos boîtes de route, je me ramasse. Vous avez vu qu'il y a des gens qui se sont déguisés pour la conférence de ce soir. C'est des gens qui font partie du comité de Nos bords de route je me ramasse que je veux vous présenter rapidement. Parce qu'il y a des gens de Saint-Gabriel, mais il y a aussi des gens de Saint-Damien, des gens de Manneville et des gens de Saint-Didas qui ne sont pas ici ce soir. Mais des gens de Saint-Damien, il y a Pierre qui est ici avec Lise.
Manville, il y a Christine qui est là. Y a-t-il d'autres personnes de l'équipe de hockey? Ensuite, de Saint-Gabriel, il y a Manon en arrière. Il y a Robert, Odette, Luc. Ah, Louise, OK. Bon, on réglera ça à soir, là, si vous voulez. Alors, Odette a dit tantôt, il y a des livres qui peuvent être vendus à l'arrière et ceux qui veulent aussi adhérer pour devenir membres des Amis de l'environnement. Il y a aussi en arrière des gens qui, suite à l'écoute de la soirée, qui voulaient s'inscrire pour la corvée collective du 3 mai, qui va avoir lieu à Saint-Gabriel, à Saint-Damien, à Manville et à Saint-Didas. Alors, s'il y en a qui veulent s'inscrire, qui ne sont pas inscrits, parce que c'est important de vous inscrire pour qu'on puisse planifier les routes. Alors, à l'arrière, dans l'entre-deux, il y a des gens qui prennent vos noms. Alors, ça sera à être fait. Ensuite, il y a le projet d'Agir Masquinongé. Je vais inviter Marion à venir dire un petit mot. Alors, Agir Masquinongé nous aide aussi financièrement dans notre projet des bords de route. Et ils font une collecte, une recherche spéciale d'identification de qu'est-ce qu'on ramasse. Alors, oui. Marion. Merci, Luc. Ça fait un grand plaisir d'être ici. C'est tellement le fun de participer à cette la belle corvée qu'on va avoir très prochainement. Alors, en fait, ça va être juste en stationnement du bal masqué ici, le samedi 3 mai. On pense être là, ça devrait être de 10h à midi. On a encore de la place pour quelques bénévoles. On ne veut pas trop de bénévoles non plus autour des déchets, mais l'idée, c'est de regarder, analyser un peu la pollution locale. Alors, quel type de déchets qu'on retrouve? Quelles sont les sources de pollution? Alors, si vous êtes intéressé à nous accompagner, on a un protocole scientifique qu'on suit. Alors, on fait un tri des déchets avec une classification, puis ça va nous donner une meilleure idée de c'est quoi qu'on retrouve dans notre environnement. Alors, si vous êtes intéressé à nous accompagner dans ce tri-là de 10h à midi, venez me voir, je vais être... c'est de l'autre côté? Oui, de l'autre côté, j'ai une petite fiche pour prendre vos informations. Puis je vous contacterai avec plus de détails par courriel. Merci. OK. Et pour vous rassurer, les gants seront fournis. J'ai parlé de la Caisse populaire tantôt. Monsieur Dupont, voulez-vous dire un mot de la Caisse? Il y a eu un malentendu, il est arrivé pour 7 heures. Bonsoir, je m'appelle Bruno Dupont, je suis administrateur à la Caisse Desjardins du Nord de la Naudière. Puis on est très content d'avoir commandité la soirée ce soir et d'encourager le projet Nos bords de route, dont Luc est un fier représentant. Il suffit de faire le tour de nos bords de route et de se promener autour du lac dans nos rangs alentours pour constater à quel point l'hiver encore a été généreux en déchets, des détritus de toutes sortes. Donc, ça prouve la pertinence du projet Nos bords de route et Desjardins. On est très content de commanditer le volet éducatif du projet encore cette année. Puis, je remercie tous les gens qui vont participer à la collecte cette année. Puis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Effectivement, on a parti un laboratoire scientifique pour étudier qu'est-ce qui pousse dans la neige qu'on récolte durant l'été. M. Dumas est parti bien vite. La Caisse, ça donne un prix de présence à tous ceux qui sont ici, qui veulent le prendre. C'est des bombes. Des bombes à graines. C'est des fleurs sauvages qu'il y a là-dedans. Je pourrais vous dire les noms. T'en rappelles-tu? Je t'ai élus tantôt. Il y avait de la rue de béquille. Il y a de la rue de béquille, de la silène. C'est des fleurs sauvages. Des fleurs sauvages? J'ai pas vu l'asclépiade. Pas de la spéciale. Prochaine année. Alors, ils sont ici. Vous pouvez en prendre chacun. C'est un prix de présence qui est offert à tout le monde. On ne vous le donne pas volontairement parce que si vous n'en voulez pas, on aime mieux que vous ne le preniez pas. Puis, c'est ça. Puis, ils disent la recette là, pour faire pousser ça. Okay. C'est bon? On vous l'a dit aussi, là, on veut faire
un YouTube avec la soirée de ce soir et ça sera annoncé à un moment donné en cours de route quand ça sera préparé. Disponible. Fait que donc, j'ai le mot de la fin? Oui. Bon. Fait que moi, je vous ai trouvé une citation. Parce que je trouvais, en tout cas, moi, j'aime ça de m'inspirer de gens qui réfléchissent. Puis, bon, donc, voilà le mot que j'ai trouvé de Frédéric Bach. Frédéric Bach qui a fait L'homme qui plantait des arbres, qui a fait le fleuve aux grandes eaux. Bon, en tout cas, un homme admirable, qui disait « Nous ne devons pas nous sentir faibles ou démunis devant l'ampleur du défi. Par nos choix, par nos actes quotidiens, nous influons tous sur les destinées de la planète bleue. Nos gestes, bons ou mauvais, sont comme des arbres que nous plantons. Chacun un jour portera des fruits. Notre pouvoir est ainsi beaucoup plus grand que nous ne le croyons et notre responsabilité d'agir est proportionnelle à ce pouvoir. Fait que donc, on a tous le pouvoir, on a la force du nombre, fait qu'on peut vraiment changer le cours des choses de la vie sur la Terre. En tout cas, c'est ma conviction. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Bien, simplement, merci beaucoup pour votre présence, vos questionnements, puis votre écoute. Je vous en remercie. Merci.